bonjour à tous. On dit bonjour à toutes maintenant, en ce moment c'est bonjour à toutes et tous. Je crois que ça devient un peu la thématique du moment. On va démarrer cette table ronde qui va traiter du financement participatif. Autrement dit, comment on peut aujourd'hui financer des projets éthiques à valeur sociétale, environnementale, qui peuvent changer les choses, parce qu'on est ici pour donner aussi une impulsion pour modifier la société de fond en comble, on espère. Donc ça commence par des initiatives de ce type-là. Et je suis ravie d'accueillir 5 participants triés sur le volet, qui ont énormément de choses à nous dire, et qui sont, je mets un peu la pression là, hein. Ouais, mais bon, ça va très bien se passer, enfin, j'espère. Et qui vont vous expliquer ce qu'ils font eux à leur niveau, soit en tant que financeurs, parce que certains d'entre eux le sont, soit en tant que porteurs de projets aussi, qui ont été financés justement par ces biais de participatif. Alors on va faire ce petit tour de table. Donc on commence avec Emmerich Young, qui est membre fondateur de Slow Money. Donc il nous expliquera tout à l'heure ce que c'est que Slow Money. Il y aura beaucoup de termes qui vont être un peu parfois barbares pour vous. Surtout, n'hésitez pas, levez la main, qu'on explicite les choses. Il faut que ce soit le plus clair et le plus pédagogique et didactique pour vous. Donc membre de Slow Money pour soutenir l'investissement direct dans les systèmes locaux de nourriture avec un esprit de financement durable. En gros, ça veut dire quoi ? Financer des sociétés qui travaillent dans le secteur de l'alimentation principalement, avec un fort impact positif social. C'est ça, je ne me trompe pas ? Très bien. Ensuite, nous avons Flavie Schrieve, qui est membre, qui travaille qui est bénévole à la NEF, autant pour moi, donc qui est une banque dédiée spécifiquement dans le financement de projets éthiques, culturels et à impact social également. Et elle est également porteuse de projets elle-même. Donc elle a la double casquette de j'étudie des projets pour les financer pour la NEF, et de l'autre côté, j'ai aussi mon projet que je vais mettre en place. Elle nous en parlera tout à l'heure. Nous avons Bernard Lavarenne. Alors Bernard Lavarenne, il est développeur de cigales. Alors là, on ne les entend pas, hein. C'est encore un peu tôt, je pense, mais ça va venir. Il nous expliquera ce que c'est qu'une cigale, qui est un club d'investissement, des business angels à taille humaine, et qui ont vocation justement à financer des projets pour développer les tissus locaux principalement et redonner un peu de dynamique à nos territoires. C'est ça, Bernard, je ne me trompe pas ? Très bien. Nous avons Nicolas Gib. Alors Nicolas Gib, il est fondateur et président de la monnaie locale complémentaire de Cagnes-sur-Mer, qui s'appelle l'euro noir, qui a été une réponse justement à un changement de paradigme entre, je dirais, la grande distribution, on va dire, l'implémentation de la grande distribution et la préservation des commerçants locaux. Et puis nous avons Augustin Gameau, qui est présent au titre du parc naturel des Préalpes d'Azur, et qui lui est porteur de projet dans la transition énergétique. L'objectif étant de mettre en place un projet où on installe des panneaux solaires sur les toits des maisons qui font partie d'un parc naturel. Et pour cela, il a également besoin du financement participatif, mais il nous expliquera pourquoi. Vous avez quelque chose à ajouter, madame, messieurs? Tout va bien? On y va. Moi, je voulais juste rajouter, je suis aussi co-animateur de ADEL, Association pour un développement économique local et écologique, qui porte un projet de monnaie locale sur le pays Vallée d'Azur-Mercantour, qui est la partie du territoire Roquestéron, Puget-Théniers, Valbert. Donc 2 monnaies. On en parlera tout à l'heure également. Alors, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut s'accorder sur une définition du financement participatif, parce que la chose à laquelle on pense, je ne sais pas vous qui êtes là présents aujourd'hui, mais quand on parle de financement participatif, tout de suite on a en tête les plateformes de type Ulule, de crowdfunding, comme on dit, enfin voilà, de financement participatif. Et en fait, c'est pas que ça au final, puisque vous n'êtes pas véritablement dans ce type de financement. Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner sa propre définition du financement participatif? Flavie. Alors le financement participatif vient d'un terme anglais qui s'appelle le crowdfunding, et qui veut dire littéralement financement par la foule. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre sur une plateforme internet qui permet de faire rencontrer des porteurs de projets qui ont bien besoin de financement pour leur projet, et des gens qui détiennent de l'épargne et qui peuvent donc flécher leur épargne sur un projet qui leur parle. Et avec évidemment beaucoup de personnes qui viennent. Jusqu'à combien de personnes pour un financement participatif? Ça peut aller, en général, ça peut être une centaine de personnes, comme 500 personnes, tout dépendra du montant qu'on souhaite donner ou prêter. Il y a différentes formes de plateformes de dons, prêts ou d'investissement. Emmerich.
Oui, pour compléter, comme vous l'avez dit, le financement participatif existe depuis toujours. On peut remonter à des siècles et des siècles en arrière. Ça existe, c'est comment une communauté s'engage pour financer ou pour mettre en place un projet. Ensuite, bien sûr, avec Internet, il y a eu une nouvelle forme à cette pratique qui a été donnée et qui bénéficie maintenant, avec le financement participatif, d'un cadre réglementaire, parce que ce sont des plateformes qui ont dû être encadrées légalement. Au départ, tout ce qui était prêt et achat d'actions était interdit, c'était uniquement du don, et la loi a évolué. Donc maintenant, ça vous donne un cadre réglementaire. Et sur le fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que la crise de 2008 a été une crise majeure sociale, environnementale, économique, et que justement, beaucoup de banques ont arrêté de jouer un rôle de financement de l'économie. Beaucoup de personnes ont compris qu'il y avait vraiment un changement majeur qui se mettait en place. On avait changé de siècle en même temps. Et donc, il y a une tendance très forte qui est une population qui a envie de se prendre en main et qui bénéficie donc de cet outil Internet. Et le complément, c'est que dans le financement participatif, il y a bien sûr la levée de fonds, mais il n'y a pas que ça. Il y a la communication, le buzz que ça va créer, l'entraînement pour différentes personnes. Et c'est là où c'est vraiment majeur dans ce souci de communication d'un projet. Ouais, c'est-à-dire qu'on a et le volet marketing pour faire connaître son projet avec l'utilisation des réseaux sociaux et le financement participatif, je dirais modernisé avec l'utilisation d'Internet. Et puis également ce besoin de récupérer du financement. Donc ça fait un peu, c'est le double effet qui se coule quelque part. C'est ça, Augustin ? La technique. Ce qui est important de rappeler, au-delà de l'outil où on peut donner du sens à son argent au travers d'un investissement, d'un don ou d'un prêt, je pense que le changement de paradigme dans ces nouvelles formes de participation, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on soutient un projet dans son ensemble en y participant, et c'est pas juste je donne de l'argent et puis basta, après je m'en vais, je fais autre chose. C'est non, je donne à un projet parce qu'il a du sens, parce qu'il me parle, et c'est là où il y a toute la différence. C'est que son argent est au service d'une cause, au service d'un projet, et c'est là où la dimension participative de l'investissement participatif prend tout son sens. Très bien, alors on va rentrer dans le vif du... Ah pardon, Nicolas. Oui, juste, en fait, c'est un changement d'état d'esprit sur la manière dont on finance ces projets. Parce qu'avant, comment ça se passait ? Vous aviez un projet, vous allez voir le banquier, et c'est une personne qui vous dit « Est-ce que je crois à votre projet ? Est-ce que j'ai envie de le financer ?» Maintenant, vous allez sur une place publique, que ce soit Internet, que ce soit un forum, et vous dites « J'ai ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse d'y participer et est-ce que vous pensez que ça peut marcher ?» Et on voit sur beaucoup de plateformes, sur Kickstarter, etc., des projets qui ne seraient jamais financés par le système classique, qui marchent tout simplement parce qu'on a demandé à beaucoup plus de personnes s'ils y croyaient. On y reviendra justement. Bernard, vous vouliez peut-être donner votre vision ? Oui, donc les cigales sont tout à fait dans la même lignée, avec un aspect important, c'est l'aspect collectif. C'est-à-dire que c'est un club d'investisseurs, c'est une équipe qui va en même temps être aux côtés du porteur de projet. On reviendra peut-être plus en détail. Oui, pour justement faire du mentoring, on en parlera. Je voudrais revenir sur Flavie. Alors, la NEF, justement, cette banque, je dirais, qui finance justement ces projets à valeur éthique sociale, a mis en place une plateforme récemment donc, de financement participatif, une plateforme en ligne qui s'appelle Zest. Comment est venue l'idée ? Finalement, ça paraissait assez logique que la NEF se mette un peu au goût du jour avec l'utilisation d'Internet. Comment ça s'est mis en place ? Quel type de projets sont proposés justement sur la plateforme de la NEF ? Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de cette initiative déjà, Flavie ? Alors la NEF, en fait, depuis le début, est dans le financement participatif et solidaire, puisque la création de la NEF est venue déjà d'un regroupement de personnes qui ont mis de l'argent sur un projet pour soutenir un projet d'agriculture en biodynamie. Donc c'est, on va dire, dans l'ADN de la NEF. Et donc elle s'est mise au goût du jour en utilisant les outils d'aujourd'hui. Et donc depuis plus d'un an, la plateforme Zest donc, est en ligne. Donc Zest, comment ça s'écrit ? Alors Zest, zeste.cop, donc c'est de haut et P. Donc, je vous donnerai des prospectus si ça vous intéresse pour aller voir les projets qui sont soutenus. Donc on va retrouver les projets éthiques que la NEF soutient. Donc, on va avoir tout ce qui est écologie, énergie renouvelable, café citoyen, café poussette, enfin, vraiment tout ce qui a un lien avec le social, le culturel et l'environnement. Point de vue retour, point de vue chiffre, alors c'est vrai que j'ai pas fait de petites notes
parce que j'étais sur la plateforme participative de PEPS déjà ce matin, donc c'est l'AG aujourd'hui. Ça n'arrête pas, le financement dans tous les sens. Voilà, c'est très bien. Donc je sais qu'il y a eu vraiment un gros engouement sur les plateformes de dons de Zest, puisque les sociétaires donc, qui sont donc sociétaires de la coopérative de la Nef suivent ces projets-là. Donc ça leur permet de flécher leur épargne en direct sur la plateforme, mais aussi au cœur de la Nef. Donc il y a pas une habitude qui est prise, mais ça leur permet d'être vraiment en lien direct avec le porteur de projet. Qui sont les gens qui décident justement de mettre leur épargne au sein de la Nef pour financer ces projets-là? Parce que là, on parlait des porteurs de projets, mais qui sont les investisseurs en fait? Quelle est la typologie? Alors, c'est des gens comme vous et moi, donc personnes morales, personnes physiques, donc entreprises, il y a à peu près 15% de l'épargne des gens en société et associations, et tout le reste, 85%, c'est des particuliers qui ont repris le pouvoir de leur argent et qui ont envie d'avoir une épargne qui répond à leurs valeurs. Donc il y a plusieurs comptes, moyen, court, long terme. Et en termes de rentabilité, de rendement, si on doit utiliser des mots affreusement capitalistes. Alors c'est pas des rendements énormes, mais ça se cale sur les autres banques. En même temps, vu les rendements d'aujourd'hui... Si on laisse son argent plus longtemps, on aura un rendement plus intéressant. Si on le laisse à court terme, on est sur le compte livret où on a l'accès à son argent, on est à 0,10%. Et après, ça va jusqu'à 0,75, 1, 2 si on le laisse à plus de 7 ans. Et on sait régulièrement ce qu'on finance, on sait régulièrement comment évolue le projet, tout est tenu à jour, comme si on était un peu actionnaire quelque part. Alors on est sociétaire, donc on participe au capital de la Nef en prenant des parts sociales, donc le minimum c'est 90 €. On participe à l'AG, une personne, une voix. Localement, on fait des assemblées locales pour présenter tout le bilan de la Nef chaque année. Donc il y a vraiment une idée de transparence. Et chaque année, tous les projets financés sont sur le site internet où on peut les recevoir. Donc actuellement, vous avez, aujourd'hui c'est l'AG de la Nef, justement, à Marseille. Vous pouvez sur le site voir les comptes de la banque, transparence totale, et tous les projets qui ont été soutenus. D'accord. Ceux qui ont été soutenus via l'épargne et ceux qui sont soutenus via les plateformes de dons et de prêts, puisque depuis 6 mois, elle propose aussi une plateforme de prêts. Alors justement, on parlait de dons, donc on a compris, il y a le système de la banque solidaire comme la vôtre, mais il y a aussi des clubs, les clubs locaux qui décident de se mettre en place, comme les Cigales. Alors vous, Bernard, justement, vous êtes dans un club Cigale depuis pas mal de temps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un club Cigale? Moi j'ai découvert l'existence de ces clubs en préparant cette table ronde. Alors on va commencer effectivement par développer le sigle Cigale, qui reprend un peu tous les éléments essentiels. Donc c'est un club d'investisseurs. Donc ce sont des gens qui vont se rassembler pour épargner et financer des projets. Okay. Derrière ça, il y a... Donc ça peut être moi, Aymeric, on peut décider de faire un club Cigale. Tout à fait, c'est simplement des personnes physiques. Voilà. Pour une gestion alternative et locale dans l'économie solidaire. Bon, là on a perdu du monde quand même un peu. Voilà, ça fait beaucoup de mots. J'en retiendrai d'abord l'aspect local. Donc il s'agit effectivement localement de se rassembler pour financer des projets locaux. Et puis il y a cette notion d'économie solidaire, alors qui va être définie par une charte sur des très grandes lignes, mais qui va faire l'objet surtout d'un débat dans le club pour savoir quel type de projet ils ont envie de financer. En gros, Bernard, si je schématise, je vis dans une petite ville, j'ai une dizaine d'amis voisins, on se dit qu'on a tous envie, nous aussi, de changer le monde, mais on n'a pas d'idée. En revanche, on a un tout petit peu d'argent. On peut décider de faire un club Cigale, c'est-à-dire qu'on appelle la fédération des Cigales en disant bonjour, voilà, j'habite Palavas-les-Flots, j'ai 10 voisins, on veut monter un club Cigale et on est prêt à investir entre 50 à 1000 € dans un projet. C'est comme ça que ça marche? Oui, tout à fait. Il y a à la fois un petit peu d'organisation, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, il y a une fédération nationale et il y a un certain nombre d'associations régionales. En PACA, là, il n'y a pas pour l'instant d'association régionale, mais... Il en faut une à Biote. Voilà, et il y a quand même 4 clubs Cigale qui existent et qui sont référents, je dirais, pour la région. Derrière ça, oui, on s'organise ensemble. Et la seule condition, effectivement, c'est de signer cette fameuse charte. Et puis ensuite d'aller voir, en l'occurrence, le service des impôts pour déclarer une indivision entre 12 à 15 personnes
dont la première action va être déjà d'épargner. Donc il y a une épargne mensuelle qui est souvent d'assez faible niveau. On est en général entre 12 et 50 euros par mois d'épargne mensuelle. Que vous mettez dans le Club Cigale pour financer les projets, c'est ça? Voilà. Entre 12 et 50 euros. Ça veut dire que c'est très facile de créer un Club Cigale. Et c'est surtout que n'importe quel budget peut y participer. Et ça, c'est un point important, effectivement, puisqu'il s'agit à la fois de rassembler un peu d'argent, bien sûr, mais aussi de rassembler des compétences et des bonnes volontés qui vont pouvoir épauler le porteur de projet en particulier. D'accord. Donc là, on était avec Flavie dans la Banque Solidaire. Nous sommes avec Bernard dans le club d'investisseurs local qui va développer des projets locaux avec finalement des montants assez accessibles. Hein, on a vu d'épargne. Et alors avec vous, Aymeric, on est dans un environnement complètement différent. Puisque vous êtes un ancien trader et que vous avez décidé de monter une forme de capitalisme intelligent, je dirais. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de nos différents échanges. Donc, vous faites partie d'un fonds d'investissement qui décide de proposer donc, des solutions d'investissement à des clients fortunés, mais dans des initiatives à fort impact social et positif dans le secteur de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cet aspect-là? Parce qu'on se dit, un fonds d'investissement dans le financement participatif pour changer le monde, mais est-ce que cette équation est possible? J'ai combien d'heures pour expliquer tout ça? 4 minutes. 4 minutes, rapidement. Juste une petite précision. Je n'ai jamais été trader. Alors j'ai en effet travaillé dans une salle de marché. Les journalistes font mal leur boulot. Non, mais c'est un raccourci que je comprends. Mais vous allez voir pourquoi je le précise. Donc en effet, j'ai travaillé, comme vous pouvez le voir dans la télévision, dans certains films, dans ces salles de marché où tout le monde crie, se met debout sur un bureau et jette des papiers par terre quand ils font un ordre. Sauf que maintenant c'est très calme, c'est uniquement des ordinateurs. On a 7 ou 8 écrans et la plupart du temps c'est silencieux. Pourquoi je précise que j'ai jamais été trader? Parce que trader, c'est soit gérer le risque, soit prendre des positions, spéculatives ou non, je ne rentrerai pas dans ce débat. Moi, j'ai toujours travaillé en ingénierie financière, qui était dans cette salle de marché, comment mettre en place des solutions pour regrouper des investisseurs ou pour amener des investissements vers certains secteurs. Et c'est tout ce qu'on appelle ingénierie financière, produits financiers, ça peut être des fonds, les produits dérivés, les produits structurés, on en a de multiples formes. Comment on passe d'un monde à l'autre? En fait, c'est très simple. C'est un petit peu la théorie des balanciers ou un rééquilibrage qui doit se faire. C'est, pour être rapide, en 2007, il y a eu une crise alimentaire mondiale et moi, j'ai été soumis dans ma salle de marché à des fonds d'investissement qui achetaient des terres agricoles pour produire plus. Et la logique, c'était la solution qu'on apporte est une solution quantitative, productiviste. On manque de nourriture, on va en produire beaucoup plus. Et moi, derrière mes nombreux écrans, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré que non, la solution, elle était qualitative, elle était logistique. Et donc, à partir de là, j'ai découvert différents mouvements qui sont Slow Food, pour la défense de la biodiversité et de la nourriture locale, une extension de Slow Food à laquelle j'ai participé qui est Slow Money, qui est justement comment investir dans des solutions locales de la nourriture, pas besoin d'avoir une nourriture qui traverse le monde entier. Et j'ai commencé à me passionner pour ces projets, d'ailleurs avec des gens qui viennent des cigales. Je pense à Raphaël Souchier, son père était un des initiateurs des cigales, et on a ramené des États-Unis Slow Money pour créer Slow Money francophone, qui est comment regrouper des investisseurs au même type que les cigales en se concentrant sur la nourriture. Et puis je faisais en fait ce qu'on appelle de l'impact investing sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain, parce que mondialement, ce mouvement existe qui est remettre au cœur de l'investissement des solutions à long terme qui doivent répondre aux problèmes majeurs de notre société. Et notre société aujourd'hui, le problème majeur, c'est pas un Internet plus rapide, c'est même pas, je pense, une voiture électrique, c'est vraiment comment on évite l'explosion sociale. Et on le voit au cours des élections, elle se répète régulièrement, et comment on évite de rentrer dans le mur au niveau environnemental. Donc l'impact investing, et j'ai rejoint après une société d'investissement, donc c'est pas un fonds d'investissement, mais la nuance est minime. Comment on devient efficient pour regrouper des investisseurs vers ce qu'on veut construire. Et il y a un point qui est important, c'est qu'on investit totalement en dehors des marchés financiers maintenant pour la grande partie des cas.
et on va repérer des entrepreneurs qui veulent apporter ces solutions environnementales et sociales à un problème majeur qui peut être l'alimentation, qui peut être la mobilité, qui peut être l'énergie. On a différents secteurs et moi plus particulièrement, je m'occupe du secteur alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour corriger le problème d'une nourriture qui fait 3 fois le tour du monde, qui pollue et qui nous empoisonne? Comment on reconstruit une économie qui prend soin des hommes et de la terre? Alors ça se fait sous forme d'investissement, de fonds d'investissement ou de sociétés d'investissement, parce que ça va être complémentaire à ce qui est le crowdfunding, ça va être complémentaire à ce que sont les cigales, et ça va s'adresser à un autre type de population et à un autre type de projet. Nous, ce qu'on finance, c'est des financements à partir de 100 000 euros jusqu'à 4, 5, 10 millions d'euros, qui sont en général trop gros pour les plateformes de crowdfunding, et qui sont écartés des banques parce que parfois les banques ne comprennent pas que c'est une nouvelle économie qui doit être mise en place, et qui sont totalement écartés des fonds qui veulent être sur quelque chose qui est liquide et qui sont les marchés financiers. Et peut-être qu'on pourra en reparler, donc du scandale des fonds solidaires, qui vous expliquent qu'ils sont solidaires, alors qu'en fait 90% est investi sur les marchés financiers et seulement 10% dans l'économie sociale et solidaire. On en reparlera, je pense. Alors Nicolas, vous, pour le coup, c'est aussi très différent de l'aspect financement participatif qu'on peut connaître traditionnellement. Donc vous avez créé une monnaie sur un tissu local commerçant. Vous nous expliquez un peu de quoi il s'agit, comment a germé cette idée et en quoi elle implique aussi les concitoyens riverains. Alors on a la chance en France d'être le seul pays au monde qui reconnaît quelque chose d'un peu bizarre, c'est les monnaies locales complémentaires. Il y en a un paquet dans le monde, il y en a plus de 5000. Mais la France est la seule à avoir légiféré dessus en juillet 2014 et avoir dit « Ok, ça existe et même les collectivités locales peuvent être payées en monnaie locale ». Alors ça c'est la partie, la manière positive de le présenter. La manière plus négative, c'est de dire en France il faut toujours légiférer sur tout, et y compris là-dessus. Donc une monnaie locale, c'est assez facile, c'est une monnaie qui est locale complémentaire, donc complémentaire à l'euro, ça ne fait pas disparaître l'euro, même s'il y a beaucoup de tenants en France qui aimeraient que ça soit le seul moyen de paiement, mais c'est complètement certains ont voulu le faire disparaître aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Mais pas pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que ça soit tout à fait les mêmes personnes qui rêvent de ce type de solution. Là sur Cagnes-sur-Mer, c'est clairement une réaction à une explosion des surfaces commerciales dans les Alpes-Maritimes. Alors, localement, sur Cagnes-sur-Mer, il y a un très grand centre commercial qui s'est ouvert, mais en moins de 5 ans, vous avez plus de 100 000 à 200 000 mètres carrés qui ouvrent dans les Alpes-Maritimes, que ce soit Nice One, Polygone Riviera, l'extension de Cap 3000, l'extension possible de Lingostière, l'extension de Carrefour Antibes, un projet qui vous touche plus sur Biot, puisque à Valbonne, il y a aussi un projet de 60 000 m² de surface commerciale. Le commerce, c'est pas extensible. C'est pas parce qu'il y a 20% de surface commerciale en plus qui ouvre que votre budget à vous va faire 20%. Donc, c'est 20% en plus. Donc, l'argent qui est mis dans ces centres commerciaux, il est plus mis à un endroit. C'est dans le commerce de proximité. Donc, l'idée de la monnaie locale à Cagnes-sur-Mer, en tout cas, c'était de protéger le commerce de proximité en ayant une monnaie qui ne soit valable que sur Cagnes-sur-Mer. Donc comment ça se passe? Je vais dans un bureau de change, qui est un des commerçants de proximité de Cagnes-sur-Mer. Je change mes euros en Renoir, puisqu'on a eu la chance de pouvoir utiliser le nom de Renoir et les visuels donc, qui sont sur les billets, qui sont des tableaux de Renoir accrochés au musée de Cagnes-sur-Mer. Et après, je vais pouvoir aller dans des commerçants qu'on a identifiés comme étant des commerçants de proximité et échanger en Renoir. Alors, une monnaie locale, parce que je pense que l'idée aussi pour les biotois, c'est de pouvoir se dire est-ce que c'est possible chez nous? On y met ce qu'on veut. Une monnaie locale, c'est un outil, c'est comme un stylo. Le stylo, je peux faire ma déclaration d'impôt avec, je peux faire un gribouillis sur une feuille, mais je peux aussi réfléchir à une formule mathématique ou faire un dessin avec. Là, une monnaie locale, c'est un outil. La charte qui régit une monnaie locale, on y met ce qu'on veut. Vous avez des chartes très militantes, alors que nous avons un défilé de... En fait, vous réussissez à... C'est très attractif, la monnaie cagnoise, vous voyez. On va jusqu'au canard qui viennent écouter. On réunit Je suis ravie, franchement, vous voyez, tous horizons, tout le monde vient à cette table ronde sur le financement participatif. C'est quand même fort, Biot.
bon, pardon, pardon Nicolas, oui, on va revenir. Non, c'est On revient pas à nos moutons, mais pas loin. Auto-distrait sur les canards. La charte, on y met ce qu'on veut. Vous avez des monnaies locales en France qui sont extrêmement militantes, qui disent nous, dans notre monnaie locale, on peut acheter que bio, que équitable, etc. Vous avez d'autres monnaies comme l'euro noir qui vont vous dire nous, le principe, c'est de se battre pour le commerce de proximité. Alors, qui a par corollaire un effet indirect, parce que quand on achète de la proximité, on ne favorise pas la grande distribution, des pratiques sociales ou environnementales avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et sur l'autre projet que je soutiens sur le moyen et au pays, là on est vraiment sur une monnaie citoyenne, puisque là on a même des producteurs, ce qu'on n'a pas forcément sur le littoral, puisqu'il y a peu de producteurs sur le littoral. Mais là, on va avoir une chaîne complète, puisque le but, c'est d'avoir vraiment favoriser les circuits courts que le consommateur achète dans un commerce de proximité. Mais là où c'est plus dur, c'est que le commerçant, l'artisan, lui aussi, il achète local, il évite d'aller acheter ailleurs ce qu'il pourrait acheter sur le territoire, et qu'on fasse une boucle complète, qu'on fasse des circuits courts. Et ça, c'est charté. C'est-à-dire que vous imposez justement au commerçant, lui aussi, de se fournir auprès de producteurs locaux. Mais sur Cagnes-sur-Mer, notre charte, il y a 4 points dedans, c'est extrêmement rapide. C'est favoriser le commerce de proximité, acheter local. C'est facile. Sur le moyen et au pays, on a toute une charte qui va être une charte éthique, une charte sociale, une charte environnementale. Et ça, c'est au choix de chacun. Si un jour, il y a une monnaie qui se fait, par exemple, sur Biote, ça sera aux Biotois et aux gens qui veulent participer au projet de dire moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait telle chose dedans. Est-ce que c'est des considérations environnementales, des considérations sociales, des considérations ou tout à la fois? Est-ce que vous me permettez juste un complément qui va justement éclairer ce que je disais et ce que vous dites également, puisqu'on emploie les mots investissement, marché financier et monnaie. En fait, on n'a rien réinventé. C'est juste que ces processus existent et il y a eu vraiment des dérives. Mais c'est de la dissidence que vous faites quelque part. Hein. Non, on revient peut-être aux fondamentaux et je crois au bon sens. Parce que la monnaie est devenue quelque chose de totalement mondial et incontrôlé, qui n'a plus aucune valeur réelle derrière physique, alors qu'au départ, c'est, comme vous l'avez dit, un outil qui doit venir faciliter des échanges. Et comme l'investissement, c'était normalement apporter des solutions. Donc c'est plus se dire qu'on participe à des mouvements qui ont vu de très bonnes intentions qui, au cours des siècles ou des années, ont dérivé, deviennent du grand n'importe quoi. Et comment, c'est aussi un peu le mouvement slow, en se disant... On ralentit avant de rentrer dans le mur, on reprend les fondamentaux, on essaye d'écarter ce qui a totalement dérivé et on revient à ce qui est important et ce qu'il faut construire, et justement construire l'économie qu'on souhaite et pas une économie qu'on subit. Et je crois que le crowdfunding revient exactement à la même chose. Tout ce qu'on va faire et ce dont on parle aujourd'hui, c'est remettre du bon sens et corriger les excès qu'il y a eu. On essaie d'assainir un peu les choses, revenir vraiment, comme vous le disiez, aux fondamentaux et au sens commun, enfin au bon sens plutôt, au sens commun. Tout à fait. C'est aujourd'hui, par exemple, dans toutes les monnaies, que c'est pas forcément que l'euro, le yen, le dollar, la livre, tout ce que vous voulez. On va dire qu'il y a 95%, voire même peut-être un peu plus, des échanges qui sont pas faits pour les échanges de la vie quotidienne. C'est des produits dérivés, c'est plein de produits financiers, mais qui ont un rapport assez lointain. Alors il y en a qui sont utiles dedans, il y en a d'autres, c'est de la réassurance, de rassurance, etc. La monnaie locale, c'est exactement l'inverse. Donc on peut dire par contre que les grandes monnaies sont accessoirement utilisées pour notre vie quotidienne. La monnaie locale, c'est exactement l'inverse, puisque c'est uniquement utilisé pour notre vie quotidienne. Alors on va changer pas de sujet, hein, mais on va changer de catégorie. Là on était vraiment dans la finance, la monnaie, parfois on a souvent tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, et on voit qu'effectivement il y a des initiatives qui sont très malines. Là on passe avec Augustin qui lui pour le coup a la casquette de porteur de projet. Donc on a vu des solutions potentiellement de financement. Là on a quelqu'un qui cherche des solutions de financement pour son projet. Augustin, vous nous expliquez un peu votre projet qui est quand même assez incroyable, moi je trouve, et qui j'espère fera des petits dans d'autres régions. Oui, alors finalement, la logique est assez similaire, puisque là, on a beaucoup parlé relocalisation de la monnaie ou de l'alimentation. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est la relocalisation de la production d'énergie, qui est intimement liée, puisqu'en France, on a une logique très centralisée d'à peu près tout, mais aussi de l'énergie,
par des gros barrages ou des grosses centrales nucléaires. Nous, l'idée, au niveau du parc naturel régional, donc pour resituer, c'est entre Saint-Césaire-sur-Siagne et Le Broc sur la frange sud, et on monte jusqu'à quasiment Puget-Théniers, donc c'est 45 communes. Et on souhaite reproduire et se réapproprier les questions énergétiques en favorisant des productions d'énergie renouvelable locales, mais possédées par les citoyens. Et c'est là où est toute la différence, c'est qu'on a créé une coopérative de production d'énergie renouvelable citoyenne. Donc l'idée, c'est que chaque sociétaire, donc on passe par un système de sociétariat, investit dans la coopérative à hauteur de ses moyens, environ 100 € par personne, donc c'est des parts sociales. On a choisi des statuts coopératifs sous la forme d'une SCIC, donc les investisseurs, associations publiques ou personnes physiques peuvent investir chacun dans la coopérative et avoir une voix dans la gouvernance de la coopérative. Et c'est là où c'est important aussi pour nous. C'est-à-dire que chaque personne a une voix et peut exprimer son désir sur les orientations de la coopérative. Donc aujourd'hui, on a un capital citoyen d'environ 20 000 €, ce qui n'est pas gigantesque, hein, on commence tout juste. On va investir sur une première toiture photovoltaïque sur l'association Montagne Habit Emploi Solidarité qui récupère les vêtements usagés de quasiment tout le département des Alpes-Maritimes. Ce sera une petite centrale de 25 kW et qui produira suffisamment d'électricité pour fournir environ 36 foyers. Donc voilà, c'est un premier projet. Et par la suite, on souhaiterait qu'il y ait à peu près un projet par commune. Et pourquoi pas des clubs cigales dans chaque commune, des clubs d'investisseurs qui participeraient à la vie démocratique et à la relocalisation de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça, Bernard, ce serait un projet qui pourrait être dans la plaque des cigales ? Tout à fait, on va y revenir. Juste je voulais te demander, on est dans le réseau national Enercop ou pas vraiment ? Alors, Enercop est un fournisseur d'électricité, donc il ne faut pas confondre systématiquement la production et la fourniture. Nous, on est dans la production d'électricité, et donc il faut vendre cette électricité. On avait le choix jusqu'à l'été dernier de ne la vendre qu'à EDF, c'était une obligation d'État. Aujourd'hui, on peut la vendre aussi à Enercop, qui elle-même la revendra à ses clients. Mais voilà, pour qu'il y ait un business model qui se montre, parce qu'on parle quand même d'une société, donc il faut qu'elle puisse vivre et survivre et développer de nouveaux projets, on vend cette électricité sur le réseau, ce qui permet de rembourser le capital et les sociétaires qui auront investi. Donc pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ça rentre totalement dans les projets. Parce que si en plus, accessoirement, on peut aider Augustin à avoir un peu d'argent, on va pas se priver. Ce qui lie effectivement les gens du réseau des cigales, c'est une charte. Dans cette charte, on a beaucoup de liberté, et ce qu'on se donne simplement, c'est une priorité à des entrepreneurs dont le but sont socio-culturels, écologiques, respectueux de la place de l'homme dans son environnement. Est-ce que vous êtes respectueux de la place de l'homme, Augustin, dans l'environnement ? A priori, oui, en tout cas, j'espère. Voilà. Donc je pense que ça laisse la place effectivement à tout projet. Pour être un peu plus concret, on a à la fois des... Alors on est souvent dans le domaine juridiquement coopératif, associatif, mais aussi toutes sortes de structures juridiques, puisque c'est une entrée en capital. Donc il y a cet aspect-là. Mais derrière ça, en type d'activité, on a des activités qui sont tournées autour des loisirs. Je parlerai, par exemple, nous, on a financé une petite entreprise qui s'appelle Escalbloc, qui fait de l'escalade en milieu fermé, enfin sous... Pas à l'extérieur, quoi. Voilà. Mais on a évidemment des projets qui sont autour de maraîchage, on a des projets... ce qui lie tous ces projets-là, de toute manière, c'est un aspect local et un aspect donc protection d'environnement ou protection sociale ou éthique, quoi. Et protection de l'homme dans son environnement. Juste pour terminer, mais si je parlais de ce projet de l'Escalbloc, c'est pas uniquement pour l'activité elle-même que le projet avait été retenu par nous, mais aussi pour sa philosophie. C'est-à-dire développer quelque chose qui ne soit pas une discipline de spécialistes,
mais un accueil et une participation. Un peu de la création de liens aussi, parce que c'est une activité sportive, les gens vont être entre eux. De la création de liens parents-enfants qui viennent faire une activité avec leurs enfants, etc. Alors Augustin, il y a quand même un truc que je ne comprends pas, parce que là on est dans un projet environnemental, de production d'énergie, mais il n'y a pas des subventions, vous êtes obligé d'en passer par le financement participatif. Je ne sais pas, on entend dire partout qu'on peut avoir des subventions pour ce type de projet. C'est un peu faiblard, enfin, c'est quoi le problème? Alors, la principale subvention, c'est que le tarif de vente d'électricité qu'on va produire grâce à ces panneaux solaires est déjà une subvention en soi, puisque c'est un tarif qui est revalorisé par rapport à celui que vous achetez quand vous consommez votre électricité. Donc, rien que ça, c'est déjà une subvention. On a également obtenu une subvention de la région PACA de 80 000 € pour développer plus de projets que celui dont je vous parle, pour ramener le retour sur investissement à peu près 10 ans, ce qui est plutôt correct. Et donc, sur la durée du contrat de vente d'électricité qui est de 20 ans, on va avoir 10 ans de production qui nous permettra d'engager de nouveaux projets. Donc ça, c'est une subvention. Et pourquoi faire appel au financement participatif? C'est parce qu'on souhaite que les habitants du territoire se réapproprient ces questions d'énergie et participent à leur développement. Et se dire, j'ai investi dans la toiture du voisin et l'électricité qui est produite juste à côté, j'y ai participé. Ça se fait aussi rendre compte de la façon dont on consomme. Et c'est le deuxième axe en fait de notre philosophie, c'est de dire regardez comme on produit et du coup faites attention à comment vous consommez. Et donc on a tout un discours sur la sobriété énergétique, sur l'efficacité énergétique, pour faire en sorte que l'énergie soit mieux consommée. L'électricité et l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'elle ne consomme pas. Donc il faut faire attention, et si on veut obtenir une autonomie énergétique, il faut drastiquement diminuer nos consommations, c'est indispensable. Et avant même de produire, quoi. Nicolas, pardon. Juste une remarque sur les subventions. C'est vrai que quand on a des projets un petit peu innovants, on passe souvent par des subventions publiques. C'est de plus en plus compliqué. Et moi, j'engage tous les projets associatifs, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit à Cagnes-sur-Mer ou dans le moyen au pays, à pouvoir vivre sans subvention. Parce que il suffit d'un changement politique, quoi que ce soit, pour que les subventions s'arrêtent. Là, avec le changement de majorité régionale, par exemple, on a eu... Alors, je ne dis pas qu'ils ne veulent plus financer, c'est que rien que le moment de transition entre deux pôles politiques fait que pendant un an et demi, vous n'avez plus de subventions, ou qu'elles sont très compliquées à avoir, ou alors plus fléchées de la même manière. Le temps que les gens prennent le pli de savoir à qui il faut aller demander, c'est compliqué. Donc, que ça soit à Cagnes-sur-Mer, sur le Renoir, ou sur la monnaie des vallées d'Azur, on essaye d'être autonome, simplement parce que si ça intéresse les gens et que les gens ont envie de le faire, c'est normal que ça puisse être porté par les gens eux-mêmes et pas par des subventions publiques, même si les subventions publiques, c'est nos impôts aussi derrière. Augustin, vous vouliez réagir? Oui, j'abonde dans ce sens. Nous, notre projet, tous les projets qu'on va développer seront évidemment rentables en tant que tels. Là, la subvention de la région, c'était simplement pour réduire un petit peu le retour sur investissement, mais évidemment, l'argent qu'on nous prête, on va y faire attention, et il ne sera évidemment pas perdu, puisqu'ils seront investis uniquement dans des bons projets. Mais voilà, c'est simplement pour faire en sorte de nous laisser la possibilité de réinvestir plus rapidement dans des nouveaux projets. Émeric. Oui, c'est là où vous avez parlé, quand vous avez expliqué votre projet de business model, de modèle d'affaires. Et c'est là où, avec une casquette investissement, c'est fondamental. Donc, il y a la possibilité d'avoir des subventions. Il y a la philanthropie également qui existe, qui est très forte en France, qui est très forte aux États-Unis, qui est pourtant un pays qui pousse l'entrepreneuriat à ses extrêmes. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est que si on veut vraiment, ce que je disais, construire l'économie qu'on aime, il faut, au départ en tout cas, avoir à peu près les mêmes règles que les autres personnes avec qui on travaille. Donc il faut, je pense, bien plus que des grandes résolutions politiques qui ont beaucoup de mal, donc l'approche top-down, à descendre et à avoir des résultats. C'est vraiment une approche bottom-up, consommateur par consommateur, entrepreneur par entrepreneur,
avoir un business model, être profitable et montrer que justement notre modèle peut être réplicable ou peut avoir des répercussions très positives en amont et en aval. Donc c'est vraiment un business économique pour créer cette économie, ce que nous on appelle, au-delà même de l'économie circulaire, en termes environnementaux, une économie régénératrice. Donc une économie qui est capable de reconstruire le tissu social, de reconstruire l'économie qu'on souhaite. Et au-delà du business model, et on parle du crowdfunding, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire, mais je vois dans l'assemblée des t-shirts Terre de Liens. Et si vous voulez, moi, c'est un des mouvements qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que Terre de Liens, c'est un des plus bels exemples en France du financement participatif, parce que c'est presque 50 millions maintenant de capital qui a été regroupé pour défendre les terres agricoles. Et c'est un modèle que, pas plus tard que l'année dernière, j'étais aux États-Unis. Le modèle de Terre de Liens est copié aux États-Unis maintenant, parce que c'est un des plus belles initiatives citoyennes qui voyaient à long terme. Et dans le business model, c'est le lien que je veux faire, c'est justement réussir à anticiper peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, mais qui répond aux attentes de la population, et donc la population va être demandeur de ces solutions, et après ce modèle pourra s'étendre et être répliqué. Il y a 40 ans, les supermarchés, c'était peut-être très bien en termes de modèle économique, ça a apporté de la grande distribution, ça reste encore efficace, même au niveau environnemental, d'aller acheter sa nourriture dans un supermarché, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout efficient. Donc aujourd'hui, c'est construire des business models sur l'efficience et non pas sur l'efficacité. Mais c'est contre l'industrialisation d'un modèle finalement, qu'on va répliquer peu ou prou, quelle que soit la configuration, alors que parfois il faudrait personnaliser en fonction des différentes contraintes et des aspects qu'on peut avoir, c'est ça ? En son temps, les supermarchés ont joué leur rôle. Maintenant, ce n'est plus l'économie dont on a besoin dans 20 ans, ce ne sont plus des grands centres commerciaux, c'est plutôt, pour un certain nombre de produits et de services, de la relocalisation. Les monnaies locales y font partie, le crowdfunding en fait partie. Une agriculture paysanne locale pour un certain nombre d'aliments en fait partie, plus qu'une nourriture qui a fait 3 fois le tour du monde. Et donc Terre de Liens... Big up à Terre de Liens. Ouais, bravo, c'est le meilleur crowdfunding qui puisse exister. Alors on va revenir, Flavie, sur justement la nef. C'est vrai qu'on se dit, mais... Bah, décidément, mais c'est formidable. C'est la vraie chaîne de la solidarité, le financement participatif. Exactement. Alors Flavie, typiquement la nef, c'est vrai que moi j'ai découvert l'existence de cette banque. Comment ça se fait, qu'elle soit pas quelque part plus connue? On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, toutes ces idées sont en train d'émerger, donc elles nécessitent ces financements qui sont si difficiles à avoir par des banques traditionnelles. Comment faire en sorte que justement la nef puisse attirer encore plus de projets? Est-ce qu'elle a la capacité de le faire, de retrouver justement, parce qu'il faut avoir des épargnants aussi, des gens qui acceptent de mettre leur argent chez vous pour financer ces projets-là? Comment on peut faire tout ça? Alors aujourd'hui, la nef, en fait, dans son esprit coopératif, travaille également avec des sociétaires actifs, donc des bénévoles, comme moi-même, il y en a aussi dans l'Assemblée, qui vont faire le lien... Ils ont des t-shirts d'une certaine couleur ou pas, non? Qu'on puisse du coup signaler tout le monde. Oui, donc en fait, les sociétaires actifs et bénévoles sur le terrain vont faire le lien entre le siège qui se trouve à Lyon, où il y a 80 salariés, et rencontrer et les porteurs de projets et les futurs épargnants. Donc par le biais de stands comme aujourd'hui, par le biais de réseaux avec tous les gens de la transition qu'il y a sur le secteur, la clé 06 qui accompagne les porteurs d'économie sociale et solidaire, Terre de Liens, tous les gens qui sont déjà dans cette envie de placer leur argent dans une banque éthique. Et donc c'est vraiment le lien sur le territoire qui se fait par les bénévoles. Ça, c'est vraiment le premier pas. On peut juste donner peut-être un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, la nef ne fournit pas de carte bleue, ni de chéquier. Aujourd'hui, elle ne fournit pas les services, les outils, carte bleue et chéquier. Par contre, elle fournit le compte livré qui permet, par exemple, si on reçoit son salaire, de le mettre sur le compte livré et de faire un virement sur sa banque actuelle pour avoir les outils. Après, beaucoup de paiements aujourd'hui se font par virement pour les professionnels, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Mais ça veut dire qu'il n'y aura jamais de carte bleue ou c'est en cours un peu? Alors, c'est en cours de réflexion. Alors chaque année, en fait, la nef a des projets, elle est soumise à des agréments de la Banque de France, donc chaque année, elle avance. Donc cette année, elle a ouvert les comptes livrés pour les particuliers, les professionnels et les associations. Et donc pour l'année prochaine, elle réfléchit aux comptes courants. Donc aujourd'hui, il y a déjà les comptes courants pour les associations, donc ils peuvent travailler plutôt avec une banque en ligne. Et donc chaque année, elle propose de nouvelles solutions. Et c'est vrai que son cœur de métier, c'est vraiment l'épargne et le crédit. Donc flécher son épargne pour pouvoir soutenir ces projets-là.
Là, elle répond à un besoin des particuliers, mais son cœur de métier, c'est vraiment l'épargne et soutenir les projets. Flavie, on peut avoir une idée des projets qui sont soutenus par la nef, des exemples assez marquants qui pourraient parler aux gens qui nous écoutent. Après, localement, on va avoir le Sournis, on a le court-circuit qui est un café citoyen. On va avoir également sur Antibes, on a Saveur Vive qui est un restaurant traiteur bio, donc qui propose une nourriture avec justement des agriculteurs locaux et également des conférences liées à l'alimentation. On a les Senteurs du Clos, donc qui est plutôt sur la montagne à la Tour-sur-Tinée, donc tout ce qui est cueillette et après transformation. Donc des porteurs de projets qui avancent dans leur projet, c'est leur deuxième financement avec la nef. On a le rucher Abella du côté de Saint-Vallier, donc d'ailleurs qui va lancer une campagne sur Zest à partir du 1er juin. Donc il y a eu 2 financements par la nef pour développer sa miellerie, acheter des terrains. Et là, il se lance avec une campagne participative pour un projet de verger. Donc là, il réintègre des fruitiers anciens. Et donc il y a tout le côté pédagogique et aussi nourrir les abeilles noires sur son terrain. Donc là, il y a un très très beau projet. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus après. Comme projets locaux, il y a des copains qui peuvent m'aider aussi. Moi, je voudrais juste on rajouter... a une quinzaine de projets locaux. En France, la plupart des monnaies locales ont leur compte de stockage à la nef. D'accord. Donc voilà des initiatives très claires qui sont soutenues par la nef. Un exemple complémentaire, Flavie. Je voulais revenir quand même sur un point là. Moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Vous avez le soleil, tout ça. Peut-être que vous commencez à rendre l'antenne. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie. Alors je me dis, c'est super. On se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi tout cela n'a pas été fait plus tôt? Puisqu'on sent ces enthousiasmes. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Émeric. Est-ce que c'est si facile que ça de convaincre aujourd'hui des grosses fortunes, ou en tout cas des gens qui ont besoin de placer leur argent dans ce type, parce que vous, c'est à plus grande échelle que ce qu'on peut voir autour de nous. Et on se dit, finalement, ils ont tous envie d'avoir leurs 5 yachts à Antibes, tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont véritablement envie de changer le monde, tous ceux qui ont plein d'argent? Moi, je me suis contenté d'un yacht, j'ai vendu les 4 autres. Vous placez votre argent à la nef ou pas? Non. Pas à la nef. Mais la nef, donc pour compléter, c'est un mouvement mondial. Moi, je suis plus spécifiquement en Suisse et on a la Banque Alternative Suisse qui est exactement dans le même état d'esprit, la Banque Triodos, qui existe depuis plus de 40 ans et qui a un succès qui s'est étendu dans différents pays, et également en France. Et d'ailleurs, la Banque Triodos, qui n'est pas encore banque en France, n'est pas pour rien que sur des projets plus petits que ce qu'ils peuvent faire, c'est un partenariat avec la nef. Donc c'est aussi un monde qui se comprend et qui sait travailler ensemble. C'est un monde qui grossit. C'est un monde qui grossit. C'est un monde qui se comprend. En Suisse, on a une association qui s'appelle Sustainable Finance Geneva, justement pour être vers cette finance progressiste, qui apporte des solutions au lieu d'être la source, comme souvent pour beaucoup c'est la source de problèmes. Donc c'est un monde qui sait collaborer et qui veut partager une vision d'avenir. Donc comment on fait? Donc je travaille aussi avec des fondations, avec des associations, et sinon plus particulièrement pour votre question, une société d'investissement en Suisse qui s'appelle Quadia. Et donc on est spécialiste sur de l'impact investing. Alors il y a 2 choses pour convaincre. Vraiment partager une vision, montrer quelle est la mission, quelle est la vision. Et le plus important, c'est de donner envie. Donc c'est pas être de donneur de leçons, mais de montrer qu'il y a une nouvelle économie qui se crée et qu'on veut participer à cette nouvelle économie. Et que c'est une économie qui a du sens. Et après, il y a 2 types de façons de convaincre. Donner envie, et des personnes qui vont pas, je vais pas dire de convaincre, c'est l'inverse, c'est faire réfléchir. Si vous êtes convaincu, ça peut aller dans les 2 sens malheureusement. Donc c'est vraiment ouvrir le dialogue et donner envie. Donc certaines personnes qui vont être extrêmement capitalistiques, qui vont pas du tout avoir cette fibre sociale et environnementale, on va plutôt les approcher avec des projets technologiques, en leur montrant qu'il y a une nouvelle économie qui se crée autour d'Internet, autour des téléphones mobiles, etc., etc. Et on vient avec des projets technologiques, mais qui ont un impact social et environnemental. Je vais prendre 2 exemples. Vous parliez d'énergie. Beaucoup de ce qu'on appelle la finance éthique s'est concentré sur les panneaux solaires, sur les énergies renouvelables, et ça a été un échec d'un point de vue financier, parce qu'il y a eu une concurrence chinoise tout d'un coup qui s'est mise en place, et beaucoup de ces projets ont capoté. Et donc malheureusement, ça peut refroidir des investisseurs pendant des années.
Donc nous, on a essayé de voir ce qu'on appelle le deuxième rebond de la balle, aller voir plus loin, pas juste la première solution, mais donner envie et avoir une vision à long terme. Donc on s'est concentré en énergie sur l'efficience énergétique. Parce que c'est un leurre de croire que les panneaux solaires ou les éoliennes vont pouvoir produire toute l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Et donc on s'est concentré sur des systèmes de LED, sur des systèmes d'antennes pour les téléphones portables qui viennent réduire l'énergie, qui ont en même temps une nouvelle technologie. Donc des investisseurs viennent avec nous pour au départ se dire tiens, je fais le pari sur une technologie qui peut être achetée x5, x10 par quelqu'un d'autre. Donc nous on les amène par ce biais-là parce qu'ils vont être plus sensibles au côté technologique. Ensuite, la réflexion qu'on souhaite avoir, c'est avoir de la cohérence. Donc, un des plus grands gâchis énergétiques, c'est le gâchis qu'il y a autour du système agroalimentaire. Il faut actuellement à peu près 40 calories dépensées pour apporter 1 calorie dans une assiette. C'est déjà 12 calories à la ferme du fait d'une agriculture avec des pesticides et avec des produits chimiques, plus le transport, plus le conditionnement et les fameux supermarchés auxquels on revient. Donc, pour nous, la cohérence de l'investissement, c'était de montrer que l'efficience énergétique passait également par une nourriture locale. Et la nourriture locale, c'est la nutrition également. Et le prochain chantier sur lequel on investit, c'est tout ce qui va être santé, mais santé au niveau de la prévention. Une nourriture qui nous soigne, c'est pas lorsqu'on est malade prendre un médicament, mais c'est au contraire avoir une prévention, c'est l'exercice physique, une bonne nourriture, la gestion du stress, la gestion du sommeil. Donc ce qu'on amène à nos investisseurs, pour les faire réfléchir au monde de demain, au monde qu'on souhaite construire, à une économie qui va être profitable parce que c'est là où il y a de la croissance. Donc c'est également identifié, on parlait du bio en France. La France a quasiment pas de croissance économique. Le bio est en croissance. Et c'est pas une croissance ou c'est pas de la décroissance. Là, on parle de durabilité forte, donc c'est une croissance qui est souhaitée. Donc voilà, ma première réponse qui est un peu longue, c'est de partager une vision, de donner envie et de voir quel va être le côté réceptif de l'investisseur, soit la technologie avec un très fort gain mais une technologie utile, soit une projection à long terme, soit la projection santé. Et quand vous parlez alimentation et nourriture avec n'importe quel investisseur, même s'il pense que le changement climatique n'existe pas, même s'il pense que ce sont des affreux alternatifs qui ne comprennent rien, il est allergique à quelque chose. Il y a des personnes autour de lui qui souffrent de cancer, donc soit on lui dit que c'est comme ça ou que la science va pouvoir tout résoudre, soit on lui explique qu'il y a des entrepreneurs qui apportent des solutions et qui permettent de changer ça, et je crois que c'est le meilleur moyen. Et la suite, je ne veux pas être trop long, après, une fois qu'il va avoir envie, il faut montrer les résultats, et donc il faut gérer et avoir une performance financière. Donc très souvent, ce qui est reproché dans ce qui va être l'épargne solidaire, c'est que les rendements sont trop faibles ou pas assez attractifs. Donc quelqu'un qui a une fortune de 100, il va être très content de donner 2 ou 3% dans des projets locaux, sociaux qui peuvent lui donner une certaine profitabilité, et le reste est malheureusement géré par les systèmes financiers classiques parce qu'il pense qu'il va faire 10%. Nous, on travaille dans ce qu'on appelle la zone de confort de l'investisseur. C'est donc avoir une certaine mixité de projets. Et on construit donc des investissements, différents investissements et des portefeuilles d'investissement pour aller rechercher ce qui est, à mon sens, le déclencheur pour pouvoir avoir des capitaux plus importants, qui sont le taux sans risque plus 4%. Donc c'est rémunérer une prime de risque à 4%, donc avec des taux à 0, il faut faire du 4%. Quand il y a 15 ans, les taux étaient plutôt autour de 6, on voit que c'est les fameux 10% que les investisseurs recherchent. C'est de se dire que vous avez en banque actuellement des taux qui sont en effet à 0, si vous prenez le risque d'aller ailleurs et qu'on vous rémunère à 1%, c'est pas suffisant. Ça peut être des subventions, ça peut être la philanthropie qui le fait, mais si on a vraiment un modèle d'affaires qui apporte une solution, cette entreprise peut être en croissance, peut faire des profits, pas de façon condamnable, mais si elle fait des profits avec les bonnes intentions et non pas en polluant ou en exploitant des enfants, mais juste en mettant en place un service que la population souhaite, en se fondant sur la qualité plutôt que de la quantité, on peut tout à fait rémunérer les investisseurs qui prennent du risque avec vous, en capital ou en dette, à 4%. Et ça, c'est le déclencheur qui fait que des investisseurs vont suivre. Alors comment ça se passe? Parce que j'imagine que vos clients, ils travaillent chez vous, enfin vous bossez pour eux, et en même temps ils sont chez d'autres acteurs, donc ils ont des investissements à rendement très efficace, très rapidement, et puis une partie chez vous. Comment ça se mixe aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu certains de vos clients qui sont en train de faire une balance pour augmenter l'argent qu'ils placent chez vous au détriment de ce qu'ils faisaient avant sur des rendements plus courts? Si jamais j'ai pas été très claire, parce que même moi je me suis perdue dans ce que j'ai dit, mais en gros ce que je veux comprendre, c'est est-ce que votre type d'investissement qui a l'air d'être
ultra positif, enthousiasmant, qui va changer le monde, il prend de plus en plus d'importance chez les gros investisseurs qui traditionnellement investissaient sur des rendements très forts, très courts, et qui polluaient, et qui exploitaient des petits-enfants, etc. etc. Alors, Est-ce qu'on change le monde, en gros? Oui, il y a deux choses. Donc, oui, ça change parce que nous, on travaille exactement sur cette zone de confort. Donc, identifier ce qui va être déclencheur chez l'investisseur. Donc, il y a la prime de risque autour de 4%, qui est en effet un facteur déclenchant. Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler la liquidité. C'est lorsqu'un investisseur rentre dans un projet qui sont des fonds de private equity, d'énergie, de reforestation, s'il a l'impression qu'il est bloqué à 10 ans, qu'il n'y a pas de liquidité, ça va lui faire peur. Donc nous, on a travaillé sur des possibilités d'investissement où quand quelqu'un vient nous confier des fonds ou vient participer à un projet avec nous, on est sur des horizons à 4 ans. Et sur ces 4 ans, on lui rembourse déjà une partie à 2 ans, à 3 ans, et après la 4e année. Donc il n'est pas sur du 10 ans. Donc par rapport à ce que sont les fonds qu'on appelle responsables ou l'investissement socialement responsable et ESG, qui restent des investissements qui ne changent pas l'économie mais qui essayent de faire un peu moins mal, de corriger les excès dont on parlait tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus et beaucoup de greenwashing. Au même titre que les produits de consommation, il y a du greenwashing dans l'investissement, mais c'est une première étape. C'est souvent des personnes qui sont allées d'abord vers du RSI, ESG, qui après seront plus attentifs à ce que nous, on va faire. Et s'ils s'aperçoivent que ce qu'on fait n'est pas diamétralement opposé en termes de rentabilité et en termes de liquidité à ce qu'ils ont quand ils vont dans une banque faire du SRI, ESG, ils vont être plus confortables et ils vont progresser. C'est la fameuse notion aussi des colibris. Je pense que pour la nef, c'est pareil. S'ils arrivent, la banque alternative suisse, justement à Genève, est en train de développer une gestion de patrimoine, pas comme les grandes banques privées avec des bureaux magnifiques, mais où l'investisseur va quand même se sentir confortable, être dans une zone de confort pour confier plus d'épargne que juste les 100 qu'il a envie de mettre dans des projets solidaires. Donc vraiment, la clé, c'est de bien faire les choses et expliquer, de la pédagogie, expliquer la courbe d'apprentissage, l'éducation, et de montrer que c'est possible. Après, ce qui serait catastrophique, c'est que si un de nos projets va à zéro, on entendra classiquement « Ah bah oui, c'est du grand n'importe quoi, en fait, ils sont pas professionnels ». Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir de plus en plus de personnes... C'est vous qui prenez le risque, en fait. Qui étaient dans la banque classique, qui apportent un professionnalisme et qui vont le faire. Et on voit ça également dans tout ce qui est philanthropie, ce qui est devenu l'impact investing, où la philanthropie, les ONG, on leur demande plus de faire une bonne campagne publicitaire, on leur demande de montrer des résultats. Donc c'est cette tendance où on a besoin, plus que des résultats, d'être efficient. Et c'est pour ça que j'ai repris plusieurs fois convaincre et faire réfléchir. Ce qui semble fondamental pour moi, c'est, on en a parlé au téléphone, donc je vais la répéter, c'est une citation de Georges Braque qui disait n'essayons pas de convaincre, contentons-nous de faire réfléchir. Et justement, sur les colibris, Terre de Liens, la nef, c'est pas d'expliquer que y a le monde d'hier qui s'effondre, qui est condamnable, et ce sont des ennemis. Et encore au salon de l'agriculture avec Terre de Liens, on n'était pas loin de la FNSEA. Non, ce ne sont pas des ennemis. Ils font les choses différemment. On condamne ce qu'ils font. À nous d'apporter quelque chose de complémentaire qui va se révéler plus efficient, meilleur, donc faire réfléchir et après donner envie. Alors on va réfléchir. Il y a du boulot. Bah oui, il y a du boulot, mais bon, en tout cas, ça part plutôt bien là. On va réfléchir avec. Mais oui, très clair. On va réfléchir avec Bernard, parce qu'on parlait de rendement à 4%. Oh, ça fait rêver les cigales, les rendements à 4% quand même, hein, parce que. Je sais pas si c'est exactement le terme. On n'est pas sur la même population, en fait. C'est ça que je voulais exprimer, en fait. Et je pense que les cigaliers, on les appelle comme ça, ces investisseurs, vont trouver leur rendement ailleurs qu'en euros. Et je crois que c'est une chose importante. Alors, où est-ce qu'ils vont le trouver ? Ils vont le trouver parce qu'ils vont être acteurs de la vie locale, puisqu'ils vont aider des projets locaux. Et puis, ils vont, à travers une dynamique de groupe de ce club d'investisseurs, là aussi avoir une réflexion sur leur territoire, une réflexion autour des projets qu'ils ont envie d'aider. Et ensuite, donc, un apport qui est, je pense personnellement, un apport gratifiant, qui est de voir émerger un projet, de le voir se développer et d'y avoir participé. Bernard, on peut peut-être le dire, les cigales, en fait, c'est quasiment du don. Enfin, je veux dire, vous récupérez la mise, mais la mise de départ,
Alors, mais je veux dire, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de prime supplémentaire par rapport à l'investissement. la liberté est laissée à la Cigale quand même sur ce sujet-là. Oui, sur Il le y a un fonctionnement contrat- interne du club Cigale. Voilà, il y a un contrat de partenariat avec le porteur de projet. Si on intervient dans une société coopérative, on va ressortir par définition au nominal, c'est-à-dire à la mise de base. Par contre, là, ce que je retiendrai, ça n'est pas un don. C'est-à-dire l'objectif, c'est que C'est un l'entreprise prêt à 0%. marche. Voilà, l'objectif, c'est que l'entreprise marche, qu'elle se développe et donc qu'elle soit en capacité de rembourser. Et dans la charte des Cigales, le remboursement se fait normalement, c'est une sortie à 5 ans. Donc pas à 4 ans, mais à 5 ans. Hein. Il y a de la compète de financement. Voilà. Je rigole. Et ce que je rajouterais quand même aussi, c'est que on n'est pas du tout non plus sur les mêmes ordres de grandeur en termes de financement, mais par contre, on va essayer de faire jouer l'effet de levier, l'effet de partenariat avec des organismes bancaires comme la Nef, avec des fonds d'investissement qui ont été montés exprès, tels que Garrigue. Et voilà, à partir d'une petite mise de 3 000 €, enfin, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, à partir d'une moyenne mise de 10 000 €, qui est plutôt dans le haut du financement qu'on peut voir, on a aidé un projet qui avait quand même un investissement de 300 000 € et qui sans doute n'aurait pas démarré sinon. Mais c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que le label, quelque part, Cigale, qui va être le premier à s'intéresser à un projet et dire « Ok, je finance à hauteur de 3 000, 4 000 jusqu'à 10 000 €, permet chez d'autres investisseurs de se dire « Tiens, si les Cigales s'y intéressent, c'est que c'est intéressant. Du coup, moi, je vais venir, donc le fonds Garrigue dont vous parliez, ou peut-être même la Nef, je vais venir mettre le complément pour que ce projet puisse voir le jour. » C'est ça que vous voulez dire, c'est que c'est une forme de label, quelque part, pour un projet ? Il y a un label et il y a du très concret, c'est-à-dire que ayant rassemblé 15 personnes, vous avez là-dedans peut-être de temps en temps un expert comptable, une représentante élue de la région, un certain nombre de gens qui vont effectivement pouvoir faire des apports de compétences et ceux qui arrivent à la Cigale en disant « mais moi je sais rien faire », on leur dit « non, si vous êtes là, c'est que vous savez faire déjà ». Et que vous avez quelque chose à apporter qu'on va construire ensemble. Alors justement, Augustin, c'est carrément votre philosophie quand même pour le projet. Vous cherchez aussi non seulement de l'argent, mais également de l'implication. Vous parliez d'éduquer justement à cette transition énergétique, à cette réduction de notre consommation. Parfois, vous cherchez simplement du bénévolat aussi pour votre projet. Oui, ça se rapproche tout à fait de la philosophie des clubs Cigales. On recherche des compétences. En fait, on a 3 catégories de personnes finalement sur le territoire. On a soit des personnes qui ont une toiture mais pas d'argent, soit des gens qui ont de l'argent mais une toiture mal orientée, soit des gens qui n'ont pas les capacités d'investissement et pas forcément une toiture bien orientée, mais potentiellement du temps. Et en fait, ces 3 catégories de personnes sont utiles à la vie de la coopérative. Et chaque personne, alors ça peut potentiellement être les 3, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un peu de sous à mettre, un toit bien exposé et du temps à consacrer à la coopérative, mais chaque personne peut avoir une implication dans notre coopérative et dans la vie de la coopérative. J'aimerais revenir sur le début de votre question, parce que finalement, on part pas de zéro. Les coopératives citoyennes de production d'électricité ont démarré notamment en Rhône-Alpes au travers des centrales photovoltaïques villageoises, où l'idée c'était de dire on investit collectivement sur le toit de l'école, sur le toit de la mairie, sur le toit du gymnase. Et ils ont mis quasiment 5 ans à développer leur projet. Ça a mis beaucoup de temps parce que le cadre juridique n'était pas adapté, parce qu'il a fallu convaincre les élus, parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc il fallait réussir à embrayer et à créer à partir, pour le coup, de zéro. Et aujourd'hui, on a un vrai retour d'expérience et on réussit à embrayer et à développer de nouveaux projets. Moi, j'ai été choqué quand je suis venu dans les Alpes-Maritimes, parce qu'on a un ensoleillement quasi constant et très fort. Et je me suis dit, il n'y a pas de coopérative de production d'énergie renouvelable, il n'y a quasiment pas de panneaux solaires. Bon, c'est peut-être aussi lié à la structure de nos villages dont il faut préserver le patrimoine architectural. Mais quand je vois qu'il y a beaucoup plus de coopératives de production solaire aux Pays-Bas et quasiment pas en PACA, ça fait bizarre. Donc je me dis qu'il y a un vrai potentiel. Et effectivement, on n'est plus sur des rendements de l'ordre du pourcent. Nous, notre philosophie, c'est de dire, voilà, votre livret A est rémunéré à 0,75% aujourd'hui. Nous, on peut faire quasiment autant, ou peut-être même un peu plus,
Donc plutôt que votre argent soit bloqué et ne serve à pas grand-chose sur votre livret A, investissez-le dans notre coopérative. Alors ça sert évidemment, hein, puisque ça finance notamment le logement social, les livrets A. On peut faire les deux. On peut faire les deux, on n'est pas obligé de tout mettre dans la coopérative non plus, mais une partie de votre épargne peut être utilisée à des projets locaux. On essaye au maximum de faire appel à des panneaux solaires européens ou français. On réfléchit à avoir un financement avec la nef. On fait travailler des entreprises locales. Donc voilà, on est vraiment dans la réappropriation et dans la relocalisation de l'économie. Nicolas, est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience justement, puisque Augustin l'abordait, un retour d'expérience sur ces monnaies, comment ça fonctionne, est-ce que les citoyens finalement sont contents, est-ce que les commerçants aussi sont heureux et se sont vus préservés Je vais vous faire une réponse en deux temps, je vais vous faire Pas de Normand, part de mon expérience sur Cagnes et puis un peu des retours qu'on a sur les monnaies locales en France en général. Sur Cagnes-sur-Mer, clairement le facteur déclencheur de la création de la monnaie, c'était l'arrivée de Polygone Riviera sur la ville et trouver la possibilité d'exister par rapport à de la grande distribution, sachant que j'ai pas d'a priori particulier sur la grande distribution puisque je viens de la grande distribution et que j'en suis parti parce que j'étais pas forcément content de la manière dont ça se passait, mais il y a aussi des points forts à la grande distribution, notamment la manière de communiquer, de faire, etc. Et on s'aperçoit que la monnaie locale, c'était une manière d'avoir un moyen de paiement commun à un ensemble de commerçants, de créer du lien entre les commerçants et de faire réfléchir les gens sur la manière dont ils consommaient. Pour moi, l'intérêt économique pur et pas forcément le premier intérêt d'une monnaie locale complémentaire comme l'euro noir, c'est pas forcément le cas sur d'autres monnaies, c'était faire réfléchir les gens, faire parler du commerce de proximité. Alors sur faire parler, donc on est passé sur France 3, on est passé à la radio, on est passé de nombreuses fois sur Nice Matin. Donc pour la partie faire parler, c'était une initiative originale qui a fait parler. Faire prendre conscience aux gens, ça c'est sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui paye en monnaie locale, fait « Ah, mais pourquoi t'as ça? Ça sert à quoi ?» etc. Ça fait parler. On a des réunions publiques. Je suis invité aujourd'hui pour en parler parce que ça interpelle. Donc, c'est toujours une manière de faire parler. Sur le côté économique, je vais être très décevant. La monnaie locale complémentaire, si vous regardez le PIB d'un endroit particulier, ça n'a aucun impact sur le PIB. Pourquoi ? L'intérêt d'une monnaie locale, c'est pas d'augmenter la consommation ou de la faire diminuer, c'est de la recentraliser sur un endroit particulier, sur le commerce de proximité ou sur du commerce éthique ou du commerce environnemental. Ce qu'on voit, parce que c'est très compliqué d'avoir des études d'impact, il y a l'ADEME qui a fait une étude qui a dû sortir, il me semble, en fin d'année dernière, sur les monnaies vertes. Donc il y avait les monnaies locales dedans, qui essayaient d'aller voir quel était l'impact. Ils n'arrivent pas forcément à dire qu'il y a un impact particulier au niveau économique. Parce que c'est difficile à quantifier. Comment est-ce que vous voulez voir que ça va plus à un endroit qu'à un autre ? On est sur une tendance sur le commerce de proximité qui est une pente plutôt descendante sur une partie du commerce de proximité, c'est-à-dire que les commerces de proximité font moins de chiffre d'affaires, même si on a un retour vers le commerce de proximité. Les grandes surfaces ne sont pas trompées, hein. Il y a de plus en plus de Carrefour Market, de Carrefour City, de Monoprix Express, etc. Mais par contre, le commerce de proximité tel qu'on l'imagine, le petit boucher, etc., lui, il a vraiment plutôt du mal à vivre. On est plus sur des fermetures de commerce, surtout dans des villages. Et moi, je viens du Moyen et Haut Pays. Par exemple, sur le Puget-Théniers, sur l'année 2015, sur 50 commerçants, on en a 7 qui ont fermé. La quincaillerie du village, un boucher, etc. Donc, compliqué au niveau de cette utilité-là. La monnaie locale, c'est vraiment faire prendre conscience qu'il y a un commerce de proximité. L'intérêt économique, il vient après et il vient à très long terme. Ce qu'on voit au niveau de la France, c'est que les monnaies locales, elles mettent 4 ans, 5 ans à se développer. Le seul ovni, c'est le SCHCO dans le Pays Basque qui a explosé parce qu'il y avait une dimension identitaire, parce que je pense qu'il y avait les bons acteurs au bon endroit. Ils sont à 600 000 € de monnaie en circulation.
Donc là, ils peuvent vraiment faire un travail particulier sur le territoire. Là, on peut aller mesurer un petit peu d'impact, mais c'est compliqué à mesurer. Enfin, globalement, si c'est toujours là, c'est que ça a l'air de fonctionner en tout cas. Je ne parle pas d'augmentation du PIB, je parle simplement de cette fameuse relocalisation dont vous parliez. Tout à fait, c'est vraiment efficient à ce niveau-là, pour reprendre les termes d'Amérique, c'est efficient. Tout à fait. Et je dirais même sur les monnaies locales, pour revenir sur le côté rendement, il y a même certaines monnaies locales qui vous font perdre de l'argent. Alors, c'est comment on a la possibilité dans les... C'est pas une super pub que vous faites. C'est pas une super pub, mais par contre, au niveau de la réflexion, c'est intéressant parce que vous avez certaines monnaies, alors c'est pas celle que je suis parce que c'est très difficile à mettre en place, qui sont ce qu'on appelle fondantes. C'est-à-dire, si vous les utilisez pas, elles perdent de la valeur. Parce que l'intérêt d'une monnaie locale, c'est qu'elle n'est pas thésaurisable, vous ne pouvez pas la mettre sur un compte pour qu'elle prenne de la valeur, vous ne pouvez pas spéculer dessus, vous avez... Le seul intérêt, c'est de l'utiliser et de la faire circuler le plus vite possible. Et il y a certaines monnaies qui ont dit, si vous n'utilisez pas votre monnaie tous les 3 mois, tous les 6 mois, elle perd de la valeur. Augustin, vous vouliez réagir? C'était juste pour revenir un tout petit instant sur le taux, parce qu'il faut parler quand même de taux de rendement des actions qui sont restées dans la coopérative. J'ai parlé d'1 ou 2%. Ce que je voulais rappeler, c'était simplement qu'on ne cherche pas forcément un rendement économique aux actions. Nous, on préfère que l'argent qui est généré par la vente d'électricité soit réinvesti dans de nouveaux moyens de production et développe une énergie locale plutôt que de verser des dividendes à des gens qui ont des actions. Alors, il faut qu'ils y retrouvent quand même leur compte parce que voilà, ils n'investissent pas comme ça. Donc, il y a un petit retour et on le souhaite le plus modéré possible de façon à laisser des capacités à la coopérative de se développer. Si vous voulez... d'autres fonds d'investissement, il y a par exemple Énergie Partagée qui existe au niveau national, qui a réussi à lever quasiment 10 millions d'euros et qui investit dans d'autres produits à plus fort rendement. Flavie, si on... Ah pardon, Nicolas, vous voulez peut-être... Non, pardon. Non, je sentais que vous vouliez attraper le micro. Je pensais que ça y est, il veut redire un truc sur la monnaie. Non, Augustin me tendait le micro. D'accord. C'est un micro participatif, vous avez vu? C'est pas mal. Flavie, je voulais revenir sur un point, parce que quand on a discuté toutes les deux pour préparer cette table ronde, vous m'avez aussi expliqué qu'il y avait une forte notion d'accompagnement de la part de la NEF dans les porteurs de projets. C'est pas simplement apporter une solution de financement. Là-dessus, on s'apparente un peu à ce qui se passe pour les cigales avec une forme de mentoring, enfin pour employer des mots un peu pompeux, mais en gros, voilà, les compétences des personnes de la NEF sont aussi mises à disposition pour aider un porteur de projet à le clarifier, à le structurer un peu plus, et c'est comme ça aussi que ça s'organise. Oui, alors donc les porteurs... Chez Emmerich aussi. Chez tout le monde, on aide. Pour l'accompagnement des porteurs de projets, donc c'est vrai que les sociétaires actifs, comme les cigales, ont des compétences, et donc on peut accompagner le porteur de projet, mais vraiment sur la phase émergence. On n'est pas professionnel, on n'est pas le banquier, donc après ça sera le banquier qui s'en chargera. Mais on va plutôt le diriger sur les réseaux locaux qui font de l'accompagnement aux porteurs de projets. Donc après, on les accompagne, on fait le premier travail. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer la personne chez elle, discuter avec elle pour connaître ses valeurs, son histoire. On est un petit peu les yeux des banquiers qui sont donc sur Lyon. On fait le premier travail et après on le met en relation avec le salarié de la NEF. C'est-à-dire que vous l'aidez par exemple à moduler son étude de marché, à réfléchir ou à la relire éventuellement, voir à quel stade il en est déjà du développement de son idée? Je dirais qu'on est vraiment dans un premier accompagnement humain. On va le rencontrer, on discute avec lui, on l'écoute et on fait le premier retour à la NEF. Et ensuite, on va l'accompagner peut-être vers les cigales ou alors sur d'autres associations qui font de l'accompagnement. Mais après, la NEF n'est pas là pour accompagner sur le business plan. Par contre, nous, localement, on connaît les gens qui peuvent aider. Donc là, on le fait... naturellement, presque. Voilà, naturellement. Ouais, naturellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien accueilli, ça, Bernard, justement, d'être... parce que j'imagine que les cigales aiment bien aussi voir la façon dont les projets se développent, dans lesquels ils ont investi. Et est-ce que le porteur de projet, il le vit bien? Souvent, on a l'impression qu'un entrepreneur, il veut aussi être indépendant. Une fois qu'il a sa solution de financement, il part pleine bourre. Alors, il y a déjà un premier principe, c'est qu'en aucun cas, on ne sera majoritaire. On reste en dessous d'une minorité de blocage de toute manière dans l'entrée en capital. Il y a deux phases effectivement dans la vie de la cigale. Il y a une phase où on épargne et on investit, et puis ensuite il y a la fameuse phase de 5 ans avant le retour sur investissement.
sur lequel on va être présent, effectivement, mais avec un petit peu d'humilité, je dirais, et au service du porteur de projet, et suivant sa demande. Donc, je crois que, oui, en général, c'est bien accueilli. Hein. C'est une belle affaire de relations humaines. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe entre le porteur des projets et les référents dans l'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas une quinzaine de personnes qui va suivre le projet, mais c'est des référents dans l'équipe des investisseurs. Et donc, oui, normalement, oui, c'est bien accueilli, effectivement. Je voulais juste rajouter, effectivement, dans le sens de ce qu'on vient de dire, là, mais qu'on est en partenariat aussi avec des éléments locaux d'aide au développement de projets, qui peuvent être les associations d'entente entre générations, les incubateurs, les couveuses d'entreprises, etc. Tout ça, il y a un partenariat local qui se fait pour que le porteur de projet, le développeur de projet, puisse avoir son environnement complet. Il y a un vrai maillage, en fait. On s'aperçoit de ça en vous écoutant tous. Hein. Finalement, tout le monde se connaît dans cet environnement de financement participatif. Et puis, on se renvoie la balle, ou on oriente, ou on met en relation aussi pour que les projets voient le jour quand ils sont jugés justement responsables, éthiques et sociétaux. C'est ça, en fait, en conclusion. Je pense que écoutez, je suis ravie de faire cette conclusion. On va s'arrêter là pour cette table ronde, sauf si vous avez évidemment des choses à ajouter avant de passer la parole. Ça va, tout le monde va bien ou il fait très très chaud au soleil? Ah, mais ça répond quand même, donc finalement vous n'êtes pas complètement cuit, ça va. Est-ce que vous me donnez une minute pour assommer tout le monde? Une minute alors. Une minute pour assommer tout le monde, parce qu'avec tout ce dont on a discuté, il y a une autre minute demandée par Bernard. Faut peut-être, alors c'est pas une minute de silence justement, faut peut-être remettre un petit peu ça dans le contexte, et je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne de quoi on parle exactement. Parce qu'on a bien compris qu'on était complémentaires. Par rapport à ce que vous disiez avec la nef, nous, chez Quadia, on est plutôt dans une deuxième phase. Et une fois que le projet existe, une fois que l'entrepreneur a déjà mis en place son produit ou son service, qu'il a du chiffre d'affaires, on regarde exactement comment l'améliorer dans son business plan et le faire grandir, ou comment il peut répliquer. Et ce que beaucoup d'entrepreneurs aiment quand ils viennent chez nous, c'est que justement, on leur met notre réseau à disposition des autres entreprises ou de nos investisseurs. Mais ce que je voulais remettre dans le contexte, c'est donc oui aussi être investi avec Quadia, ça peut être un label pour déclencher des financements bancaires. Et dans ce que vous disiez, quand on parlait justement du rendement qui est recherché ou du pourcentage de ce qu'un investisseur va mettre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le projet d'investissement soit jugé par des investisseurs à même titre, même hauteur que d'autres projets dans lesquels, d'autres fonds ou d'autres projets dans lesquels ils pourraient investir. Et que c'est parce qu'ils voient qu'on a une création d'impact social et environnemental, qu'on construit cette économie de demain, qui va se dire « Ah, et en plus il y a ça, en plus il y a une gestion du risque qui est liée à tout ce qui est environnement, donc il va avoir, ça va être le facteur final. » Mais on ne souhaite pas sacrifier la performance à des critères environnementaux et sociaux, parce qu'on pense que l'économie doit être environnementale et sociale, ou elle ne sera pas sur les 10 prochaines années. Et là où c'est fondamental, c'est justement de se dire que si on n'est pas sur le même niveau de jugement, ça restera toujours marginal, et c'est actuellement très marginal. Les chiffres que je voulais donner. Les marchés financiers, globalement, on parle à peu près de 200 trillions au niveau mondial, donc c'est 200 000 milliards. 200 trillions, c'est à peu près 3 fois plus que ce qui est la production mondiale. Le GDP, on parle de 70 trillions au niveau mondial, donc 70 000 milliards. Donc on sait que les marchés financiers, c'est déjà 3 fois plus. Après, ce que j'aimerais évoquer, c'est ce que sont les actifs gérés. Les compagnies d'assurance, les banques, tout ce qui est gestion de patrimoine, les compagnies d'assurance vie, on parle à peu près de 60 trillions. Donc quasiment, ce qui est produit mondialement, c'est également les encours de ce que sont gérés, de ce que gèrent les grands fonds d'investissement, BlackRock, les plus connus, qui ont à peu près 4 000 milliards, donc c'est presque 2 fois la production, le GDP français. Donc si on parle de ces 70 trillions, qui sont ce qui est géré mondialement, ce qui est jugé comme l'épargne responsable. Donc ces fameux fonds d'investissement que vous pouvez trouver dans des banques qui vous expliquent qu'ils sont responsables, mais qui restent sur les marchés financiers, c'est selon les critères d'exclusion qu'on met, selon la pertinence qu'on souhaite, on va parler autour de 7 000 milliards
ou peut-être le double. La classification aux États-Unis est très différente. Donc on parle déjà par rapport aux actifs gérés mondialement, ce qui essaye d'être responsable, on parle à peu près de 10%. Ensuite, ce qu'on appelle l'impact investing, auquel je travaille aujourd'hui, microfinance inclus, si vous savez ce qu'est le microcrédit, le microfinance, toutes ces institutions de microfinance qui prêtent dans les pays émergents à tous ces petits projets, on parle en 2014, on parle de 70 milliards. Donc on parle de 0,1% de ce qui est la masse gérée par les acteurs financiers classiques. Des 10% voilà. C'est surtout ça qu'il faut et c'est dire. 10% de 10%. C'est surtout ça. Donc on parle de 0,1%. Et là, miracle, les chiffres qui sortent, donc on était à 70 milliards en 2015, 77 milliards en 2014, 2015. Et les chiffres qui sortiraient, parce que ça se développe, on serait actuellement pour l'impact investing, microfinance compris, à 116 milliards. Donc si vous voulez, quand on parle aujourd'hui des problèmes sociaux et des fameux 1% et des 99%, sachez qu'en finance, en impact, en finance solidaire, on n'est même pas à ces 1%. Donc il y a vraiment du boulot. Voilà. Bah écoutez, c'est très énergisant tout ça. On va s'y coller, juste après la table ronde. Mais non, c'est pas désespérant, au contraire, faut voir le verre à moitié plein. Ça avance, ça progresse, on est passé de 70 à 116, attendez. Faut être heureux quand même. Et ben voilà. Voilà, donc Bernard, vous avez votre minute aussi de Monsieur Cyclopède. Non, mais là, moi j'ai la chance, j'ai pas besoin forcément d'une minute. Ce que je voulais juste dire, c'est que derrière, il y a un atelier qui va se tenir cet après-midi. Attendez, vous m'enlevez tous mes lancements. Évidemment. Et pour dire qu'on pourra développer effectivement et agir. Non, c'est pas vous développer, on pourra créer des cigales, une cigale à Biot. Moi, j'aimerais bien qu'à la fin du festival, il y ait 10 personnes qui décident de monter une cigale quand même, parce que c'est super facile. Et ça, vous le verrez avec Bernard quand il fera son atelier tout à l'heure. On peut donner l'heure. À 14h. À 14h. On peut donner l'endroit. Place de la catastrophe. Mais ce ne sera pas une catastrophe de monter une cigale à Biot. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Vous avez des conclusions à ajouter, peut-être Nicolas, un petit mot? Moi j'avais juste, parce que quand on travaille un peu dans le milieu alternatif, on va appeler ça comme ça, on s'aperçoit que parfois il y a des gros mots, on peut voir que donc, des fonds d'investissement... Il y a eu beaucoup de milliards et de trillions là, il nous a un peu perdu, Émeric, quand même. Des business angels, de la monnaie, des énergéticiens et des banquiers, ça prouve simplement que c'est pas un problème de moyens, d'outils, c'est un problème d'action derrière qui sont faites avec des outils qui sont un peu dévoyés. Donc c'est pas un problème de la finance, c'est un problème de ce qu'on en fait. Et de personnes, et de volonté, et d'envie de changer le monde. Et ça fait 3 ans qu'à Biot, en tout cas, on met tout en place pour donner énormément d'idées, que ce soit un petit, je vais employer des mots pompeux, un think tank, voilà, de l'économie pour changer tout ça. Peut-être Augustin, un petit mot de conclusion, et puis Flavie, avant qu'on passe la parole au public qui a chaud. Oui, donc on a un stand qui s'appelle le pôle énergétique des Préalpes d'Azur. Donc si vous avez d'autres questions après les questions du public maintenant, on vous y retrouve pour y répondre. Flavie, un stand, une animation. Également, on est sur le pré des Fontanettes, donc il y a un stand pour la nef. Et demain, de 12h30 à 14h30, on a un atelier café d'abat sur la nef et sur la finance participative dans le cadre des accompagnements de porteurs de projets. Donc pour rentrer vraiment sur la plateforme et vous expliquer comment ça se met en place. L'atout pour la plateforme ZES, c'est qu'on a un vrai accompagnement. Donc vous avez quelqu'un qui vous accompagne tout le long de la campagne. Et c'est vraiment un atout supplémentaire, peut-être par rapport à d'autres plateformes où on est un petit peu plus en solitaire. Là, il y a un vrai accompagnement et ça aide vraiment à la réussite de votre campagne. Voilà, cher public, est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des commentaires? Ah, ça qui fait chaud là, hein. D'un seul coup, on est à l'abri, on est bien nous, hein, mais... Ah, pardon, monsieur. Oui, ça va donc plutôt être un témoignage qu'une question, puisque mon amie Flavie s'est tournée vers moi tout à l'heure pour nous associer, puisque je suis sociétaire de la nef. Et il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on a souvent une perception de la nef qui est dévoyée en pensant que c'est pour des petits projets écolos, machin, truc comme ça. Il faut savoir qu'à la nef, il y a aussi des projets de ferme photovoltaïque jusqu'à 1,5 million d'euros et que c'est une vraie banque. Mais elle a une particularité, c'est d'être une banque transparente, c'est-à-dire qu'on est dans le monde réel, on est vraiment dans des investissements
qui ne vont pas être du tout spéculatifs, et dans la plus grande transparence, puisque tous les projets qui sont financés par la NEF sont publics, se retrouvent dans les rapports, se retrouvent sur le site web, etc. Donc je pense que ça c'est très important. Et puis dans l'ensemble du débat, moi qui suis très branché sur ces questions-là, je pense qu'il y a un mot qui est revenu régulièrement, c'est celui de complémentaire. On n'est pas en concurrence. Et dans ce monde dramatiquement compétitif, le fait qu'on arrive à créer des ponts entre les associations, entre les financements, eh bien, je trouve que c'est un mot qui est extrêmement fondamental dans la discussion d'aujourd'hui. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, puisque il y a une douzaine d'années, j'avais contribué à implanter dans les Alpes-Maritimes un réseau français qui s'appelle Entreprendre en France, qui a été créé dans le nord de la France il y a 35 ans. Là, ce sont des chefs d'entreprise qui font des prêts d'honneur à des créateurs d'entreprises. Alors, pas forcément de l'économie sociale et solidaire, ni forcément environnementaux. Ça peut être tout type de projet, jusqu'à 30 000 euros. Et là, les chefs d'entreprise font de l'accompagnement, y compris dans la préparation du projet. Parce que comme c'est leur pognon qui est investi, ils ont envie quand même de pouvoir le récupérer, de pouvoir le remettre dans d'autres projets. Donc, ils accompagnent. Et puis, on ne pourrait pas ne pas signaler dans ce domaine-là, s'il y a des gens qui ont des projets d'investissement ici, les plateformes d'initiatives locales ou les initiatives Sophia Antipolis, initiatives Côte d'Azur, qui sont là aussi des chefs d'entreprise qui investissent dans des petits projets avec de l'accompagnement. Donc il y a énormément de possibilités quand on veut créer une entreprise, y compris dans les Alpes-Maritimes, et qu'on ne trouve pas d'accueil favorable dans les banques. Eh bien, ma foi, il y a des solutions alternatives. Voilà, merci. Donc en fait, c'est une très bonne façon de dire qu'il y a aussi une économie circulaire du financement participatif. Hein. J'investis, je réinvestis, j'accompagne, etc. Alors moi j'ai envie de... Il y a peut-être d'autres questions, non, ou d'autres remarques. Alors madame, j'ai vu que vous avez un super t-shirt. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de venir à cet atelier? Il y a quelque chose qui vous a alpagué plus particulièrement? Oui. En fait, je suis l'adjointe aux finances de la commune. J'étais venue voir s'il était possible de travailler de façon intelligente et en collaboration avec le financement participatif. Voilà. Conclusion? Il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Moi, je suis sûre qu'il va y avoir une petite cigale qui va voir le jour. Ah. Moi, je voulais juste reprendre les propos d'Aymeric tout à l'heure qui nous parlait de pourcentage et on est arrivé à 1% quelque part, je ne sais plus 1% de quoi. Mais moi, ce que je sais, c'est que 1% de la population de Biot, c'est 100 habitants. Et que si 100 habitants décident de soutenir activement des projets locaux, alors il y a quelque chose qui se passe à Biot. Moi, ça, c'est une première évidence. Et que le soutien d'un projet local par la population locale, c'est un vrai effet déclencheur auprès des structures de financement peut-être plus classiques. Et il se trouve qu'à Biot, on a des initiatives locales. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a à Biot un service municipal qui s'appelle le comptoir des initiatives et qui est là pour accueillir les projets qui souhaitent s'installer localement et les aider à s'installer. Ça, c'est la première chose que je voulais rappeler parce que tout ça est très cohérent. La deuxième chose, on a des initiatives locales, je vais en citer deux au passage. Une qui est la création à Biot d'une structure associative qui s'appelle La Créative, qui soutient le développement de la filière des métiers d'art à Biot et qui a ouvert, je vous invite à y aller, à côté de l'église, une boutique extraordinaire, donc qui est gérée sous mode coopératif par 25 artisans d'art créateurs de Biot. Il faut voir ce qui se passe là-bas parce que c'est tout à fait passionnant et c'est le premier pas vers un gros mouvement de soutien de cette filière des métiers. Un autre exemple que je prends sur la nécessité de créer des mouvements de mutualisation et des mouvements à caractère très local, il y a actuellement sur Biot une association que je ne connaîtrais pas, dont on sait, donc qui nous a prévenu qu'elle allait connaître très prochainement un petit creux de trésorerie tout à fait ponctuel, pas très grave, mais qui est préoccupé parce qu'ils gèrent bien, ils sont intéressés. Eh bien, après avoir contacté quelques responsables d'associations locales, on s'aperçoit que si on met tout le monde autour de la table, ils devraient réussir entre eux à mutualiser leur trésorerie et à résoudre ce problème ponctuel. Donc l'initiative locale et la capacité de l'ensemble du milieu à créer des formes de mutualisation, des formes d'échange, c'est quelque chose qui va bien au-delà de tout ce qui est institutionnel. C'est vraiment la représentation concrète de la capacité des citoyens, des administrés, à se réhabiliter totalement avec l'économie et l'économie locale en particulier. Voilà ce que je voulais ajouter. Je peux rajouter encore qu'on a ici
notre ami Christophe qui va bientôt nous ouvrir la première boucherie bio à Biot. Ça s'appelle l'Effet Bœuf. Ça va s'ouvrir bientôt. Christophe est associé avec un éleveur bio, bien sûr. En association, ils sont associés ensemble. Cet éleveur travaille localement avec une coopérative d'abattage, donc circuit totalement intégré, approvisionnement direct. Christophe, il va s'installer là, il faut le soutenir. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous des... Ah bah voilà, vous voyez, deux personnes qui veulent parler, génial. Madame, vous voulez dire un petit mot? Ça vous embête pas, Qui êtes-vous? Je me présente. Alors, je m'appelle Marie, je suis de Cannes-sur-Mer, récemment de Cannes-sur-Mer. En fait, justement, je voudrais réagir un petit peu à un terme que vous avez utilisé plusieurs fois, qui est le terme local. J'ai un projet que je voudrais dans l'économie sociale et solidaire, parce que je pense que moi, ce qui me motive, c'est le fait de ne pas travailler ou de faire les choses que dans la recherche du profit, parce que c'est un monde dans lequel j'ai été il y a quelques années et que j'ai quitté volontairement. Néanmoins, dans la définition par laquelle on a commencé la table ronde et les termes locaux qu'on reprend souvent, il y a des choses qui me gênent dans toute cette approche-là, qui me semble limiter les initiatives et les projets que les gens veulent prendre. Parce que moi, il me semble que toute activité, ou alors 90% des activités qui existent sont faites pour apporter quelque chose aux gens, donc quelque part c'est social. Solidaire, on vit ensemble, donc moi, ce qui me gêne, ce que je veux dire, c'est ce sentiment d'exclusion en disant local, social, solidaire. Il faut rentrer dans ce cadre-là pour pouvoir en faire partie, et sinon, je n'ai pas le droit d'en faire partie. Moi, il se trouve que j'ai un projet qui tourne autour du yoga, puisque j'ai tout quitté et je suis rentrée dans ce milieu-là. Je veux enseigner le yoga d'une certaine façon à une certaine population qui n'est pas forcément que locale. Je ne veux pas enseigner que ici, et je veux travailler avec des gens, en particulier une de mes collègues qui se trouve à Genève, une autre qui se trouve à Bruxelles. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas faire partie de l'économie sociale et solidaire parce que je ne suis pas que locale? Et puis, on veut faire ça, mais avec l'intention de gagner notre vie, sans forcément le faire que pour l'idée de faire de l'argent. Voilà. Alors, c'est pour ça, moi, je suis un petit peu mal à l'aise, et ça fait plusieurs fois que je viens des conférences, des tables rondes comme ça, à me demander, j'ai rencontré des gens de la nef, j'ai rencontré... quelque part, j'ose à peine aller frapper à la porte pour présenter un projet. Voilà. Marie. Marie, je crois que c'est clair. À mon avis, Flavie, elle vous attend sur son stand pour discuter avec vous de votre projet. On s'est déjà rencontrés. Ah bah voilà. Je pense qu'une deuxième rencontre ne serait peut-être pas superflue, vraisemblablement. En termes de définition de pourquoi moi j'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'exclusion de certains projets. Il y a certains porteurs de projets qui ne se disent moi je ne fais pas partie de ce monde-là parce que moi je suis juste dans l'économie, quoi. Alors je pense que dans l'économie sociale et solidaire, on est sorti, je voudrais pas, vous me tapez dessus si jamais je dis des bêtises, mes intervenants préférés. On n'est pas non plus dans un monde où on est à 150 000% à pas vouloir faire de l'argent, à lutter contre le capitalisme. Il faut que cette économie, elle dure dans le temps. C'est aussi ce qu'on a entendu, il y a de la durabilité et on en a besoin. Donc les personnes qui investissent, je pense que Bernard ne me contredira pas là-dessus, il y a quand même une volonté que ce projet soit pérennisé pour pas que cet argent qui a été investi ou épargné ne serve à rien. Donc je pense que le côté faire du chiffre d'affaires, c'est pas un gros mot dans l'économie sociale et solidaire, sinon elle serait pas en croissance de 14% depuis et puis pourvoyeur de 13% des emplois en France et de plus en plus. Donc on est vraiment à mon avis dans cette logique-là. Maintenant, peut-être que votre projet, il correspond à une cigale potentielle qui peut être proche de chez vous. Est-ce que par exemple, Bernard, vous avez déjà investi dans, on peut dire, un centre de yoga, on pourrait dire ça, ou vous avez simplement envie C'est sur Internet, tout simplement, c'est ça? Ou avec des cours de yoga sur Internet, des tutoriels et autres? Okay. Si je puis me permettre, le premier principe, c'est de ne pas s'auto-exclure. C'est-à-dire qu'il faut aller voir, effectivement. La position qu'on a pu prendre dans Massigal, on va prendre des choses concrètes, c'est qu'il n'existe pas de mauvais projets.
il existe des projets qui sont dans une phase de maturation différente. Il peut y avoir le moment où on peut intervenir ou le moment où il faut continuer à accompagner. Et puis il y a les conditions. C'est sûr que si une entreprise de forage de pétrole venait nous voir pour essayer d'avoir une étude d'impact, on dirait non, c'est peut-être pas tout à fait notre domaine. Mais en dehors de ça, je veux dire, sur entre autres ce qui est votre cas, tout ce qui peut toucher au développement personnel, au bien-être, etc., si on n'est pas à la fois dans du local, parce que vous êtes une locale, et dans de la relation humaine, il y a un problème. Donc votre projet, de toute manière, mérite une... Alors, je suis effectivement locale, puisque je vis ici, mais mon activité n'a pas lieu ici. Oui, mais quand vous avez des projets locaux qui travaillent sur Internet au niveau mondial, pour autant, ils ne sont pas forcément exclus de notre dispositif. Ça dépend un petit peu aussi du produit qu'ils ont envie de diffuser, etc. etc. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas du tout exclusifs. Alors justement, ce que je veux retenir, Bernard, c'est ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'auto-exclure, s'auto-censurer et puis partir déjà un peu battu, parce que regardez, voilà, on a quand même donné beaucoup d'énergie et je pense qu'Aymeric, il a... Non, alors je comprends le côté mettre dans des cases, parfois ça peut être un petit peu... Juste, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, bon, à une époque, dans une autre vie, on va dire, je vais à Paris, j'allais à des réunions à l'époque du début d'Internet, Business Angel, etc. Il y avait un monde fou. Quand j'ai vu le sujet de table ronde d'ici, je me suis dit, je viens tôt, parce que, à mon avis, ça va être bondé. Parce que des gens qui ont des projets, il y en a plein. Des gens qui ont envie de changer les choses, il y en a plein. Et je suis étonnée qu'on soit si peu nombreux. Alors je me demande si c'est pas parce que justement ce que j'exprimais dans cette idée de sentir pas vraiment rentrer dans le cadre n'est pas la cause du fait qu'il y a si peu de gens qui viennent ici pour dire moi j'ai un projet, j'aimerais bien trouver de l'argent, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils vont aller aux ateliers après, qui sont beaucoup plus concrets et pragmatiques pour les projets. J'aimerais apporter un compliment. Oui, bah voilà, c'est un lapsus. Un compliment et un complément. Vous expliquez ce que vous faites, c'est très clair, et vous avez mis en avant que c'était local. C'est pas que ce soit pas local ou local. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est comment on met en place un système complémentaire au départ qui va remplacer ce qu'on ne souhaite plus. Donc, si vous voulez, ce qui va coincer sur mon regard par rapport à ce que vous faites pour investir ou poursuivre, c'est que local, pas local, ça va pas tellement être le problème, c'est que c'est un projet qui est assez individuel. Donc moi, ce que je vais regarder avec vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau dans le yoga, comment ça peut être réplicable à plein d'autres endroits, et comment ça peut avoir un effet multiplicateur pour vraiment changer. Et c'est exactement un positionnement que je donnais auparavant, qui est, on est parti de l'efficience énergétique pour aller vers la nourriture, donc la nutrition, et maintenant, en tant que société d'investissement, on se concentre sur tout ce qui est santé. Parce qu'on a bien compris qu'en France et dans beaucoup de pays, et en tout cas dans le monde occidental, on vous donne quelque chose le matin pour essayer de vous donner un peu d'énergie, vous avez votre journée qui vous épuise, et quand vous tombez malade, on vous redonne des médicaments pour vous guérir. Alors que toute la logique, et le yoga en fait partie, mais c'est comment on change ce système de soins par un système de santé. Et j'ai participé justement, je vais le nommer, avec la Fondation Pilège, à la mise en place d'un centre à Paris qui s'appelle Et la Santé, qui est là pour faire de la prévention, et qui vous explique que pour ne pas tomber malade, il faut la nutrition, la gestion du stress, la gestion du sommeil, donc le yoga dans la gestion du stress bien sûr, et l'exercice physique. Donc votre activité rentre dans ce cadre-là. Après, il faut trouver un business model qui fait que ça va pouvoir se développer. Je reprends l'autre exemple qui est la ruche qui dit oui, qui est un modèle local. C'est quelqu'un qui décide d'ouvrir une ruche, c'est totalement local, mais ce qui plaît, c'est la possibilité que c'est réplicable. C'est une plateforme internet qui maintenant s'ouvre dans toute l'Europe et qui, pareil, n'est pas venue à l'exclusion des supermarchés où certains producteurs locaux aussi disaient « Ah, mais il y avait déjà les AMAP, pourquoi la ruche qui dit oui ?» Mais c'est tout simplement un système internet qui est complémentaire. Donc je dirais, ne pas être individuel, mais regarder comment vous avez quelque chose qui peut être réplicable, s'étendre et apporter un changement dans la société. Je voudrais juste rajouter un point, abonder dans votre sens, pour ajouter un point légal. L'économie sociale et solidaire en France, c'est une classification qui est juste absurde,
puisque dans l'économie sociale et solidaire en France, vous avez les supermarchés Leclerc, vous avez Optique 2000, vous avez des banques, des assurances qui ont rien de solidaire dans ce que nous, on peut entendre par solidaire. C'est juste une classification qui est souvent liée au mode de gouvernance. De la manière, c'est des coopératives, c'est par exemple Optique 2000, c'est une coopérative. Chaque magasin a le même droit de vote que les autres. On ne peut pas dire par contre que ça fasse partie de l'économie sociale et solidaire dans son application ou dans ce que ça fait. Je ne suis pas sûr qu'il faille que vous vous bloquiez sur l'ESS. Voilà. Monsieur disait tout à l'heure, vous avez par exemple à Cagnes-sur-Mer, vous pouvez aller voir le réseau initiative Nice-Côte d'Azur. Vous pouvez prendre contact avec moi aussi, puisque je suis le vice-président de la Fédération des artisans et commerçants de Cagnes-sur-Mer. Nicolas Voilà, pour qu'on réfléchisse et voir, pour vous orienter vers les bons réseaux pour ça. Mais vous ne bloquez pas sur l'économie sociale et solidaire, ça n'est qu'une classification. C'est pas parce qu'on n'est pas labellisé ESS qu'on n'est pas respectueux de l'environnement social, etc. Et c'est pas parce qu'on est dedans qu'on est respectueux de l'esprit, en tout cas. Est-ce que ça vous a boosté? Eh bien, parfait. Alors, monsieur avait une question aussi. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une petite question sur les monnaies locales, qui m'intéresse pas mal. Il y a pas mal d'initiatives locales, justement, dans le pays, tout ça qui se font. Est-ce qu'il y a un intérêt, selon vous, à ce qu'il y ait une convergence entre toutes ces monnaies locales pour donner un petit peu plus de force, ou est-ce que c'est contre-productif, justement, si cette monnaie devient trop forte, finalement? Mais on voit comme dans le sud de l'Angleterre, c'est des grosses villes où ça a marché parce qu'il y avait suffisamment de personnes qui utilisaient à Totnes ou à Bristol, tout ça. Et voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à converger toutes ces monnaies-là? S'il y a une initiative sur Nice, dans le Haut-Pays, sur Cagnes-sur-Mer, sur Biot, tout ça, voilà. Je ne vais pas faire plaisir à Elsa, je vais vous faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, oui et non. Alors, forcément, on a tous intérêt à se mettre en commun, à discuter, etc. Vous avez des initiatives qui sont un peu transfrontalières, entre guillemets, comme la Roue, par exemple, qui est dans le Vaucluse, qui est dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez à Grasse, vous avez le Centifolia qui est en cours de lancement. Vous avez sur Nice, vous avez le Nice Art. Vous avez donc le Renoir à Cagnes-sur-Mer. Vous avez donc la Monnaie d'Azur sur la partie moyen et au pays. Comme je disais tout à l'heure, l'intérêt économique, c'est un des intérêts. Il y a un intérêt, c'est de faire du lien, voir ce qui nous unit. Je vais vous prendre par exemple l'exemple du moyen et au pays. Si on crée cette monnaie, c'est qu'on est dans aussi parce qu'on est dans une communauté de communes qui vient de se créer et que cette monnaie, ça va être le premier acte d'une population qui n'avait jusqu'à maintenant pas vraiment de lien entre elles. C'est-à-dire qu'entre des gens qui sont dans la vallée de l'Estéron, dans la vallée du Sian, qui sont dans une station de sport d'hiver, dans la vallée du Var, on n'avait pas de projet commun. C'est aussi un projet commun et un projet de territoire. Sur Cagnes-sur-Mer, c'est le Renoir, c'est aussi un projet que je vais dire identitaire, mais dans le bon sens du terme, pas dans un sens extrémiste. Et oui, bien sûr, on n'est pas là pour se replier sur nous, etc. On est là pour discuter entre nous. Et je pense qu'une évolution par la suite, ça sera certainement d'avoir peut-être une monnaie régionale. Vous avez une personne qui est Bernard Liétard, qui est une des sommités des monnaies locales au niveau francophone, en tout cas, qui lui croit beaucoup aux monnaies locales et très peu aux monnaies qui seraient sur un territoire justement très réduit. Mais parce qu'il ne voit que la partie économique, qui est très importante, mais pour moi, c'est pas que ça. Il y a le fait de se retrouver aussi pour discuter sur ce qui fait nos points communs et nos forces, qui est là, est intéressante aussi sur des monnaies qui sont un peu plus petites. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions, remarques, envies, idées? Bon, je crois que tout le monde a eu le contenu qu'il souhaitait. Moi, la première, j'ai envie de monter une cigale près de chez moi. Super. Avec mes voisins, je vais le faire. Cigale à Vincennes, c'est pas mal. Bon, on n'aura pas le soleil d'ici, mais j'espère que voilà, vous avez été contents de participer à cette table ronde, que vous avez appris pour certains beaucoup de choses, que ça vous a donné envie pour d'autres de monter des projets, de monter des cigales, de devenir investisseur. Je pense qu'en conclusion, on aura compris que voilà, c'est une économie aussi circulaire, celle du financement participatif, que voilà, l'argent
et mis à bon escient et efficient, pour reprendre la terminologie d'Emeric. Il y a plusieurs formes de financement participatif, plusieurs types de projets. Certains rentrent ou pas dans le cadre, les définitions peuvent être approximatives et à nous de les changer, justement, ces définitions, et à nous de les rendre, elles aussi, beaucoup plus efficientes et efficaces. Vous avez compris que pour certains, ça se poursuit avec des ateliers plus spécifiques, plus concrets, voilà, pour vraiment rentrer dans une dynamique d'action, parce que c'est ça qu'on a envie de faire cette année au Souffleur d'Avenir, comme les autres années, c'est de passer du mode réflexion au mode action concrète et changer les choses. Pour ma part, je vous retrouve, pour certains, si vous le souhaitez, pour une autre table ronde tout à l'heure à 15h, qui est sur la... Merci beaucoup de me dire oui, parce que j'avais oublié l'horaire. 15h sur la gouvernance partagée, où là, on verra ensemble comment, au sein d'une association, d'une collectivité locale, on donne du pouvoir à tout le monde pour que chacun se sente impliqué et ne soit plus un simple numéro dans une organisation, mais est vraiment une impulsion très concrète pour faire changer les choses et initier ce mouvement. Merci à tous, bon appétit, hydratez-vous. Ah, apparemment. Rendez-vous à 4h pour créer la première cigale de biote. Mais pas avec moi, parce que moi je suis pas biotoise. À l'atelier là-bas, à la catastrophe. Oui, 14h, place de la catastrophe, pour justement éviter de passer à côté de la catastrophe, de ne pas monter une cigale. Voilà, donc 14h. Et puis Flavie également a un atelier. On a fait le tour des ateliers, je crois. Merci beaucoup.